Je peux couper après, voilà, c'est parti. Ok. Allez, hop, je vais ouvrir le truc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sébastien Vive de Bifoot Télé, en compagnie de Romain. Bonjour Romain. Bonjour Sébastien, Alors, bonjour à avec, tous. ouais, donc avec Romain, en fait, on vous l'avait un petit peu indiqué dans une précédente vidéo. On a décidé de faire une émission spéciale, une émission sur Bernard Tapie, sur le boss, le président mythique de l'Olympique de Marseille, qui nous a tant donné de bonheur. Donc, on a une émission très complète sur Bernard Tapie. On va aborder avec lui, enfin, sur Bernard Tapie, pas avec lui, malheureusement, tous les thèmes de Bernard Tapie. Alors, une première partie, un portrait de Bernard Tapie un peu général pour savoir quel bonhomme il était, dans quel domaine il a exercé, et puis aussi un peu comprendre comment il est arrivé. Et puis moi, personnellement, comment je suis un peu tombé amoureux de personnage et de l'OM. Voilà, moi, je suis plus âgé que Romain, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi aussi ça vient de là, la fascination de l'OM de Bernard Tapie. La deuxième partie, ça sera Bernard Tapie. Donc, en tant que président de l'OM, disons la première version, quand il est resté temps, c'est-à-dire du 11 avril 86 à fin 94. La troisième partie, ça sera, j'arrive, la troisième partie, ça sera en fait la politique, son entrée en politique et les conséquences pour Tapie et l'OM, c'est-à-dire après la chute de l'OM, qui s'est retrouvé après en deuxième division. Donc voilà, c'est pas pour parler de la politique, mais c'est pour expliquer les conséquences que ça a eu sur Tapie et sur l'OM. Quatrième partie, les grands joueurs et entraîneurs de l'époque Tapie. Voilà. Alors là, ça sera assez rapide, mais bon, on pourra dire à chaque mot sur chaque joueur. Cinquièmement, le retour en fait à l'OM de Bernard Tapie en tant que directeur sportif, puisqu'il est revenu en avril 2001, donc son deuxième passage à l'OM. Et la dernière partie, que nous reste-t-il en fait de lui, en fait, que nous reste-t-il de son passage à l'Olympique de Marseille? Voilà les 6 parties qu'on va aborder ce soir. Alors, première partie. Alors, Romain, je ne sais pas comment on fait. Est-ce que toi, tu as déjà un petit peu. Tu veux que j'intervienne? Tu rebondis? On fait un débat? Comment tu vois les Ouais, tu choses? interviens, je rebondis. Allez, de toute façon, je fais une petite présentation. Alors, Bernard Tapie, il est né le 26 janvier 1943 à Paris. Donc, c'était un entrepreneur, un homme d'affaires qui a réussi à remonter en fait des entreprises qui étaient en liquidation judiciaire. Il a notamment repris aussi Adidas, c'est sa grande entreprise de sport qu'il a repris en juillet 90. Il était aussi animateur télé. Tout ça, c'était avant son arrivée à l'OM. Hein. Animateur télé, il animait l'émission Ambition sur TF1 entre février 1986 et février 1987. Donc, c'était une émission qui parlait des réussites des chefs d'entreprise et aider les jeunes entrepreneurs dont le projet a été sélectionné sur dossier à monter leur entreprise en direct dans l'émission de TF1. Il était aussi chanteur. Il a fait 6 singles sous le nom de Bernard Tapie avec un Y et un beaucoup plus tard en 1988 en duo avec Doc Gynéco. Acteur, alors acteur, ça s'est arrivé après son passage à l'OM. Il a notamment fait un film Homme-Femme, Monde d'emploi de Claude Lelouch en 1996. 3 téléfilms, dont Le Commissaire Valence, qui a duré de 2003 à 2008, et aussi du théâtre. Homme politique, ça on le verra dans une autre partie, donc il a débuté en 89 la politique et ça a terminé en 1994, donc on verra une partie spéciale sur ça. Le sport, avant d'arriver à l'OM, il a été président de l'équipe cycliste La Vie Claire. Alors La Vie Claire, c'était une entreprise à lui qu'il avait également repris en liquidation judiciaire, qu'il avait fait monter. La Vie Claire, ça existe toujours, hein. C'est un commerce biologique. Et ensuite, il a monté donc l'équipe cycliste La Vie Claire en 1984. Il a recruté Bernard Hinault, qui a remporté avec son équipe son 5e Tour de France en 1985, puis Greg LeMond, qui a remporté un Tour de France en 1986. On se rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'image de LeMond et Hinault qui arrivaient en haut de l'Alpe d'Huez, main dans la main, pour l'étape décisive pour le Tour de France. Après, c'est un charisme, Bernard Tapie, c'est une grande gueule. Il ne laisse jamais se démonter par les journalistes. Les journalistes peuvent être agressifs, les journalistes peuvent lui rentrer dedans. C'est pas quelqu'un qui va se laisser faire et il va faire des punchlines et il va être vraiment très très bon. C'est une bête médiatique. Il a été le seul à affronter à l'époque, dans les années 80, à Jean-Marie Le Pen et même à le battre en direct. Hein. Enfin, le battre, j'entends battre politiquement dans un débat politique sur le thème de l'immigration le 8 décembre 1989.
Il était notamment nommé homme de l'année en 1984 par les médias. Donc, speaker, haut-parleur, charismatique, sait convaincre, charmeur, tout ça. Et président de l'OM, donc, où il privilégiait les rapports amicaux avec ses joueurs. Voilà, sur ça, moi j'ai des petites anecdotes, peut-être toi tu en as aussi. Qu'est-ce que tu veux rebondir sur ça, Romain? Qu'est-ce que tu veux dire de ça, toi? Alors, peut-être que tu étais plus jeune, donc tu n'as peut-être pas connu tout ça, mais après, j'imagine Bah que tu écoute, t'es intéressé à ça. comme tout amoureux de l'Olympique de Marseille, et par la même occasion de Bernard Tapie, évidemment, j'avais étudié un petit peu la question. Enfin, on a tous une idée quand même quand on s'intéresse à l'OM ou à Bernard Tapie de ce qu'il a fait. Effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui a réussi dans tous les domaines. Enfin, personnellement, moi, c'est quelqu'un, comme tu le disais tout à l'heure, je crois que tu employais le terme j'étais fan, tu as dit que tu étais fanatique de Bernard Tapie, si je ne me trompe pas, je l'étais aussi. C'est quelqu'un que j'ai pris beaucoup pour exemple et sur beaucoup de choses et qui m'arrive de prendre encore comme exemple. C'est quelqu'un qu'on soutient évidemment dans les mauvais moments qu'il affronte aujourd'hui. C'est un exemple pour beaucoup de personnes. Alors ça l'a été dans le sport, ça l'a été dans la façon dont il a réussi à entreprendre au niveau des entreprises. Alors pour tout dire, j'ai pas trop de souvenirs de ses singles ou de ses chansons, mais Okay. je me souviens par contre d'émissions qu'il a pu présenter justement à cette époque-là. Oui, Tu as donné le titre tout à l'heure d'ailleurs, il me semble. Il l'ambition. était doué, c'est incroyable. Écoute, depuis qu'on s'intéresse au monde des affaires, au monde de la politique, au monde du football, on arrive difficilement à trouver à quelqu'un qui arrive à avoir autant de compétences dans autant de domaines. Voilà, c'est ce qu'on peut tirer un petit peu du portrait que tu viens de donner, parce que tout ce qu'il a fait a quand même été une réussite. Et voilà, enfin, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup et j'aime beaucoup sa façon aussi d'accepter de prendre des coups, mais de se dire qu'il va être capable d'en donner aussi. Voilà, il avait une phrase qu'il employait dans laquelle il disait toujours il y a la France qui a le droit et la France qui n'a pas le droit. Lui est venu de la France qui n'avait pas le droit pour pouvoir s'offrir des droits qu'il n'avait pas auparavant. Voilà, je pense qu'il avait des buts et il s'est donné les moyens de réussir partout et d'arriver à chaque fois à l'échelon qui s'était fixé, certaines un peu plus haut dans certaines choses. Donc, Bernard Tapie, une personnalité, comme tu disais, qui avait beaucoup de gueule, beaucoup de poigne, qui savait s'exprimer, mais qui savait aussi finalement employer un langage particulier selon certaines circonstances. Je pense qu'il n'a jamais oublié d'où il venait non plus. Donc voilà, quelqu'un qu'on aime beaucoup et que j'aime beaucoup évidemment. Ouais, bah, je vais revenir un peu sur ce que tu dis pour faire un petit peu chaque thème qu'on a évoqué. Donc, entrepreneur, homme d'affaires. Alors, bon, moi, je suis pas forcément quelqu'un qui aime beaucoup les entrepreneurs, les grands dirigeants d'entreprise et les hommes d'affaires. Mais là où j'aimais bien, en fait, moi, son parcours, c'est que je venais du peuple. Il a dit à maintes reprises qu'il était vraiment d'une famille très, très modeste. Vous allez avoir des interviews de lui où vraiment, ils étaient plusieurs à vivre dans très peu de mètres carrés. Donc, une famille très modeste. Son père, longtemps ouvrier, il se levait très tôt le matin. Et donc, il est vraiment parti avec ses faits. C'est complètement différent de chefs d'entreprise, enfin, des personnes qui sont nommées à des grandes entreprises, en fait. C'est pas Tout eux à qui ont fait. fait l'affaire, mais ils ont juste repris. Pour moi, c'est complètement différent. Et là, c'est très, très valorisant pour moi d'arriver à monter. C'est très rare, hein, quand on vient d'une famille modeste, d'arriver à être entrepreneur et à réussir comme il a fait, ministre et autres. C'est très, très, très rare. Donc ça, c'était quelque chose qui me fascinait. Voilà. Par rapport après au charisme, alors moi, c'est assez paradoxal, parce qu'en fait, bon, je suis adulte, donc c'est différent. Mais à l'époque, donc à les années 86, 87 et ça, j'étais adolescent et j'étais très timide. Et donc, en fait, il était complètement l'opposé de moi. Donc, tu vois, c'était quelque part, c'est assez bizarre parce que des fois, en fait, j'admirais à mon opposé, mais j'admirais par justement son aisance, à la télé, enfin, aisance orale, son charisme, tout ça. Ça, c'était quelque chose qui, tu vois, m'attirait parce que justement, je n'avais pas ça. C'est assez Mhm. surprenant peut-être, mais c'est pour ça que moi, j'ai aimé ce personnage, alors qu'il y en a d'autres qui le détestaient justement pour ça, pour ce côté grande gueule, charismatique. Il en faisait trop, il en fait trop, comme Bien pas sûr. mal de Marseillais qui sont dans l'excès.
Justement, moi, je trouvais ça que ça avait un côté touchant et puis volontaire. Tu vois. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et Ouais, ben, moi, pour le coup, je le trouvais, en plus d'être charismatique, je le trouvais très pragmatique aussi. J'ai l'impression qu'on doit être, et ça doit être le cas aussi de beaucoup de personnes qui nous écoutent, qu'on doit être beaucoup, en fin de compte, à s'être inspiré de lui. Alors, pas forcément du personnage dans sa globalité, mais c'est-à-dire qu'il a fait tellement de choses et qu'il a su se mettre à tellement d'endroits dans des postures différentes que finalement, je pense qu'il arrivait à toucher plein de personnes, des personnes différentes, hein, parce que évidemment, on le voit en tant que supporter de l'OM, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. On le voit encore aujourd'hui. Lorsqu'il est touché par la maladie, il arrive à toucher des personnes de tout niveau. Et donc, voilà, je pense que finalement, on arrive à prendre une partie de lui. Alors, moi, c'est une grosse partie parce qu'il évidemment, il y a des choses dans lesquelles je me reconnais moins, mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me reconnais, beaucoup de choses dont j'ai pu m'inspirer aussi. Vraiment, enfin voilà, moi, je sais que, comme tu le disais, j'étais un peu plus jeune, mais dans ma chambre d'adolescent, voire de petit garçon, avec les posters de l'OM, il y avait l'affiche de Bernard Tapie. C'était, enfin voilà, on ne peut pas l'idolâtrer, mais c'est quelqu'un dont. Et en plus, si tu veux, comme tu le disais tout à l'heure, moi, je suis un peu plus jeune que toi. Donc, c'est quelqu'un que finalement, j'ai découvert par la suite aussi, en grandissant, en m'intéressant au personnage, etc. c'est ça. Toi, tu as certainement pu le cerner directement, pouvoir voir justement quelle personne il était. Mais si tu veux, nous, enfin, moi, au-delà de l'histoire, voilà, j'ai appris à le connaître en m'intéressant et en essayant d'étudier un petit peu le Ouais, mais personnage. tu vois, c'est assez. Alors, c'est intéressant, c'est vrai qu'on est justement deux parcours différents par rapport à Bernard Tapie, puisque je dirais que pour toi, c'était à sa limite beaucoup plus difficile de tomber amoureux du personnage après, ou après, il y a eu toutes les affaires et autres, pas, pas de façon claire, mais de façon de la chute de l'OM. Et du coup, c'est quand même, avec tout ce qu'il y a eu après, de toi, d'arriver à aimer ce personnage, c'est quand même différent. Tu vois. Alors que moi, je l'ai vécu dès le début, en fait, des années 86, donc j'avais 13 ans, moi. C'est là où j'ai commencé à regarder le personnage à la télé, ses interventions, et c'est là où moi, je suis tombé amoureux du personnage et je dirais, il n'y aurait pas eu Tapi, pour moi, je n'aurais pas été supporter de l'OM, tu vois. C'est carrément Ouais. différent parce que c'est en regardant cet homme donc ambitieux, qui a vraiment la gagne et tout. Alors déjà, par ses entreprises, bon, après, je ne m'intéressais pas forcément au commerce, évidemment, j'étais jeune, mais rien que de le fait de le voir, tu vois, monter des entreprises, donc on voyait la hargne, comme il est arrivé. Après, en tant que dans l'émission d'animation, comment ça s'appelle, Ambition, pardon, sur TF1, je le regardais, je me rappelle, c'était un rendez-vous qu'on regardait avec mes parents. Mes parents n'étaient pas forcément fans de Bernard Tapie, au contraire, Ouais. mais on regardait cette émission parce que c'est vrai que ça donnait de l'ambition, c'était vraiment le mot. Et on voyait qu'on pouvait réussir, même en partant de bas, quoi. Et ça, c'était quelque part, moi, dans ma tête, que je me disais, ben oui, on peut réussir quand même si on vient de bas. Et donc ensuite, en fait, quand elle a commencé à reprendre l'équipe cycliste, bon, je ne m'intéressais pas forcément au vélo, je regardais un peu le Tour de France, mais sans plus, quoi. Mhm. Et ben, j'ai vu que là, c'est pareil, avec sa détermination, en montant une équipe, et ben, on pouvait gagner, on pouvait réussir. Et donc ça, c'est vrai qu'après, ça a donné un petit peu comment dire, du crédit quand il a repris l'OM. Parce qu'il arrivait en disant, bon, ben, moi, je veux gagner, je veux redonner le titre de champion à l'OM, et après, avoir des ambitions européennes. Bah, tu l'écoutais, tu le croyais, quoi. Tu savais qu'il avait réussi dans d'autres domaines, donc il pouvait très bien réussir dans le foot. Et en plus, c'était une période à l'époque où, en Coupe d'Europe, les équipes françaises n'allaient pas loin, à part Bordeaux qui est allé en demi-finale face à la Juve, à peu près à cette époque-là d'ailleurs. Mais toutes les autres équipes n'allaient pas loin, quoi. Et c'est vrai que c'était un peu frustrant. Et lui, il arrive, enfin, à part avant, Milan, Saint-Etienne, Reims avant, mais il y avait un gros laps de temps où il n'y avait rien eu, quoi. Donc lui, il arrivait et commençait à monter une équipe, et donc on s'est dit, effectivement, il peut y arriver. C'est pour ça que moi, tout ça fait que je me suis dit, oui, effectivement, je tombe amoureux du personnage, et donc après de l'OM, forcément. Tu vois. Et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais finalement, Bernard Tapie, sur ses réussites dans ses différents domaines, tu peux employer trois termes différents, c'est-à-dire envie, détermination, moyen. C'est ça la recette Tapie finalement. Exactement. C'est clairement la recette qui l'a fait réussir. Et je pense que ça se résume à ça. Alors évidemment, il y a d'autres choses derrière, mais comme tu le disais tout à l'heure, avec
l'émission qu'il présentait, c'était quand même formidable pour des tas de personnes qui pensaient… c'est toujours pareil, c'est bien plus compliqué quand, évidemment, tu le disais tout à l'heure, quand on te nomme à un poste à responsabilité, tu le vis certainement pas de la même manière que quand tu as tout donné pour pouvoir y arriver. Et je pense que ça, c'était quand même une belle image justement pour tout le monde, se dire, moi aussi je peux réussir, comme tu le disais tout à l'heure, oui, effectivement, d'où que tu viennes, quel que soit l'endroit dans lequel tu es né, quelle que soit ta personnalité, si tu as envie, si tu es déterminé, tu peux réussir et un jour tu auras les moyens d'aller encore plus loin, tu vois. Et on arrive finalement à reprendre ce cheminement avec les 3 termes que j'ai employés tout à l'heure. C'est ça la méthode tapis, la méthode de sa réussite. Alors après, bien sûr, c'était une époque, parce que les années 80, c'était vraiment où tout était permis au niveau entreprise, au niveau business. C'était l'époque fric, comme on appelait. Donc, c'était peut-être plus facile. Alors maintenant, je ne dis pas que c'est plus facile ou moins facile, je ne sais pas. Bon, il y a quand même la crise qui est énorme. Mais c'est vrai que lui, c'était nouveau, en fait. Hein. Il parlait vraiment crûment. Il parlait vrai, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des mots qu'on n'osait pas trop employer. Le fric et l'argent, et le business. Bon, c'était un peu nouveau dans tout ça. Mais lui, il te parlait simplement. C'était pas, tu vois, il arrivait à se mettre à la portée des gens qui n'avaient pas ça. Ouais, c'est Alors, vrai. donc, C'est vrai. ouais. On va continuer à parler de l'OM directement, mais juste une petite partie. Donc, pour continuer sur le côté charismatique, alors toi, peut-être tu l'as vécu après, bien sûr, mais moi, je l'ai vécu au moment. C'est le débat avec Jean-Marie Le Pen. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ça, c'est venu après. Hein, c'est venu. Ça, c'est en 89. Si, je t'en prie. Il est déjà président de l'OM, mais c'était au début de 3 ans. Et ça, c'était quand même assez extraordinaire parce qu'en fait, Jean-Marie Le Pen, il explosait tout le monde dans les débats. En fait. Donc, tous les hommes politiques, il les écrasait parce qu'il avait un langage fleuri, un langage cru, un langage un peu agressif. Donc, tout le monde en avait peur et personne ne voulait aller débattre avec lui. Quoi. Et c'est là, au moment où le Front National, on ne va pas faire de politique, c'est juste pour expliquer. C'était là où le Front National commençait à monter. Donc, parti politique, ils ne savaient pas comment le combattre. Et lui, il y allait, il a combattu. Vous pouvez revoir le débat. Pareil, avec des mots un peu comme Le Pen, quoi. Il est rentré dedans pareil. Et même physiquement, il a failli lui en mettre une. Hein. C'était à 2 doigts. Donc, il n'avait pas peur. Et il a réussi à le battre. Et ça a été vraiment un gros coup de tonnerre. Et il a même eu l'admiration, par exemple, de Mitterrand, qui a dit à l'époque, j'ai revu une vidéo, où il a dit qu'il a pas été souvent bluffé en politique, on lui a pas fait beaucoup, mais là il avait appelé Tapie en lui disant vous m'avez bluffé. Donc ça prouvait quand même la dimension du personnage Tapie, ce qu'il pouvait faire. Il n'avait pas peur d'aller combattre Le Pen. Ouais, et puis pour combattre Le Pen, c'est une chose, mais pour bluffer François Mitterrand, je pense que c'était l'étage encore au-dessus. Mais effectivement, et encore une fois, tu vois, il n'a pas peur d'y aller parce que finalement, à ce moment-là, lorsqu'il est appelé à aller débattre contre Jean-Marie Le Pen, il n'est pas forcément installé en politique à ce moment-là. Ah non, il commence juste. Oui. Comment juste, donc c'est un petit le petit challenger dans lequel on met plein d'espoir. Et finalement, sa réussite lors de ce débat n'a pas eu que l'écho escompté de se dire que finalement il y avait quelqu'un qui était capable d'affronter le personnage qu'il avait en face. Mais il a créé à la fois de l'admiration chez les gens, mais de la crainte chez les autres. Parce qu'en plus, pour les autres personnes justement qu'il côtoyait, quel que soit leur parti, ils avaient un sacré client, ils savaient qu'ils avaient en face d'eux maintenant quelqu'un qui était capable d'aller là où eux n'avaient pas été. Et donc, ils savaient qu'en plus de l'écho qu'allait avoir ce débat-là, que ça allait lui mettre un pied à l'étrier pour essayer d'avoir une sorte d'ascenseur social en politique, c'était clairement le cas. Donc, il a créé à la fois de l'admiration et de la crainte chez les uns comme chez les autres, chez ses partisans comme chez ceux qui le combattaient. Tout à fait. Alors, on va parler maintenant de la partie de Bernard Tapie en tant que président de l'OM, donc du 11 avril 1986 à fin 1994. Du coup, je fais une petite intro pour son arrivée et après on parle de chaque saison. Hein, après. Alors, donc, son arrivée. Donc, en fait, le projet de rachat, il débute en octobre 1985 à l'occasion d'une visite du président russe Mikhail Gorbatchev à Paris, où Bernard Tapie est invité, en fait.
Bernard Tapie est à la même table qu'Edmonde Charleroux, qui est l'épouse du maire de Marseille, Gaston Defferre. Et bon, a priori, bon, les discussions, on s'affiche un peu de la politique à cette table. Et les hommes, ils discutent de foot, en fait. Voilà, ça parle de foot. Et Tapie dit un peu la cantonade, où l'OM est dans une crise un peu, enfin voilà, il n'y a pas de résultat, quoi. Et il dit un peu la cantonade qui, lui, reprendrait bien l'OM et qu'il en ferait un grand club français, quoi. Il dit ça comme ça, mais sans forcément avoir encore de projet, quoi. C'est juste pour l'instant un peu de l'esbrouf, on va dire. On sait faire des fois. Et bien là, du coup, Edmond Charleroux donc, va voir de suite à la table à côté le maire de Marseille, Gaston Defferre. Et donc, elle lui fait part de cette petite discussion avec Tapie qui voudrait bien reprendre l'OM. Et donc, ça fait vite son chemin, puisque un mois et demi après, le 10 décembre 85, Antenne 2, donc à l'époque, c'était France 2 maintenant, mais qui est Antenne 2 à l'époque, qui annonce que le projet de rachat de Bernard Tapie avec Michel Hidalgo, comme figure du projet, donc, la caution sportive, est en marche, mais l'actuel sélectionneur, parce qu'il était sélectionneur à l'époque de l'équipe de France, ah non, non, il était plus sélectionneur. Non, il est plus sélectionneur. Il a terminé en 84 à l'Euro 84. L'ancien sélectionneur. N'a pas encore donné son feu vert, en fait. Il pèse le pour et le contre. Et le lendemain, donc le 11 décembre 85, le maire de Marseille, donc, et ministre, qui était ministre, Gaston Defferre, dit que c'est à l'étude. Alors, tout ça, toutes ces petites informations, je les ai trouvées dans le livre Dans le vestiaire de l'OM, Les années Tapie d'Alexandre Fievé. On peut trouver d'autres sources, mais celle-là, j'ai trouvé beaucoup de choses. Donc, vous voyez, ça fait son chemin. Et le 11 avril 86, là, c'est officiel. Il y a la signature officielle de Bernard Tapie pour 1 franc symbolique. Un franc symbolique. Il reprend pour 1 franc symbolique, en fait. Voilà. Alors, ça a mis beaucoup de temps parce qu'en fait, il y a eu le conseil je ne sais pas comment on appelle ça, le conseil de l'OM, en fait. Ils ont dû voter pour lui. Au départ, il n'avait pas la majorité. Enfin, bon, ça a pris beaucoup de temps. Il ne voulait pas trop qu'il le reprenne. Bon, finalement, il le reprend. Donc, en fait, octobre 85 à avril 86, pour que ça soit officiel, quoi. En pleine saison, en fait, 85-86, puisque le 11 avril, la saison n'était pas terminée, quoi. Et juste pour, là, je ne me rappelais plus, moi, Jean-Pierre Bernès était déjà secrétaire général de l'Olympique de Marseille depuis 1981. En fait. Donc, il était là et il l'a conservé. Tout comme Gérard Gilly, qui lui était en charge du centre de formation, quoi. Donc il a quand même gardé des hommes clés qui étaient déjà à l'Olympique de Marseille. Et juste pour terminer sur cette arrivée, donc la saison se termine et l'OM va en finale de la Coupe de France face à Bordeaux, où l'OM perd 1-2 en prolongation. Voilà l'arrivée de Bernard Tapie. Alors moi, j'avoue que même moi, j'ai pas de souvenir de ça. J'avais 13 ans, donc c'est pas quelque chose qui... Je m'intéressais pas encore à l'OM, donc j'avais pas encore vu ça. J'avais 5 ans, c'était voilà. Un petit peu... Mais bon, disons que c'est le chef d'entrepreneur qui, à la cantonade, parle avec la femme du maire, ça fait son chemin, et puis du coup, ça se fait comme ça, quoi. Ouais. Et finalement, quand il reprend l'OM, justement, est-ce qu'il reprend les méthodes qui l'ont fait réussir dans le cyclisme? Est-ce qu'il s'appuie justement sur les mêmes piliers que ce qu'il a pu faire auparavant? Alors après, au niveau du vélo, je ne sais pas trop, mais je crois qu'il y avait un directeur, ou c'était lui, le directeur sportif, je ne sais plus s'il y en avait quelqu'un. Enfin, en tout cas, il arrive. Moi, j'en ai beaucoup parlé dans les débats sur ma courte qu'on fait actuellement. C'est que lui, il est arrivé, il a pris quelqu'un. Ok, il connaissait le sport parce qu'il avait fait le vélo, mais bon, c'est un passionné de sport, mais c'est pas pour ça qu'il les connaissait forcément en vélo, quoi. Et en foot, oui, c'est pareil, il s'est intéressé au foot, ok, mais bon, comme nous, si on s'intéresse au foot, mais de là reprendre un club, c'est quand même autre chose. Et donc bien là, sûr. Il s'est dit, il me faut le meilleur, quoi. Il me faut le meilleur pour avoir un bon conseiller sportif, directeur sportif qui connaisse le foot, qui va pouvoir me conseiller pour prendre un entraîneur, pour prendre des joueurs. Mais à l'époque, quel est le meilleur entraîneur que Michel Hidalgo qui vient de terminer la sélection de l'équipe de France de 1978 à 1984, où il a fait 3 Coupes du Monde, dont 2 extraordinaires, moi qui m'a fait adorer l'équipe de France en 82 et 86.
où ils sont allés jusqu'en demi-finale avec des matchs extraordinaires, plus l'Euro 84 remporté en France avec 9 buts de Platini sur la compétition, quoi. Donc, et puis un jeu offensif pratiqué en plus visiblement avec l'équipe de France. De mémoire, c'est surtout des bribes que j'ai dans l'esprit et de ce que j'ai entendu après. Il avait réussi à aligner trois numéros 10. 4 numéros 10. Ouais, c'est impressionnant avec Platini, Giresse, Gengini. Et après, c'était soit Fernandez, soit un autre. Enfin voilà, ils étaient 4 à chaque fois. C'était extraordinaire. Un jeu formidable. Donc finalement, l'arrivée de Bernard Tapie à l'OM, c'est je m'appuie sur le meilleur. Je garde en même temps des hommes de base qui sont présents au club et justement des gens, je pense, en quels il a un peu confiance, j'imagine. Et donc, je pense que est-ce qu'il s'appuie sur d'autres personnes aussi ou il fait du tri ou il garde vraiment c'est l'entourage qu'il a choisi. Après, il y a le côté administratif, mais bon, administratif. Est-ce qu'il y a administratif? Il y avait Jean-Louis Levrault. Jean-Louis Levrault, il l'a pris après ça. Par contre, lui qui était directeur du Provençal, du journal Le Provençal, qui est devenu après La Provence, mais deux journaux regroupés. Il s'appuie après sur ça. Et bon, après, il a pris des hommes à lui qui étaient conseillers à lui pour d'autres choses, mais il s'est vraiment appuyé sur Hidalgo plus Bernès, parce que Bernès, il est resté après longtemps. Donc, à la fois des hommes en place, mais compétents sûrement, qu'il a dû juger compétents, plus Hidalgo qui s'occupait tout du sportif. Ouais. Alors, pour faire un parallèle justement avec l'époque qu'on vit aujourd'hui, moi j'ai vu donc justement une vidéo de Bernard Tapie dans laquelle il interviewait justement sur son arrivée et on lui demande ce qu'il est grosso modo ce qu'il imagine faire avec l'Olympique de Marseille et il a cette phrase-là en réponse dans laquelle il dit « Je ne sais pas quand, mais je peux vous assurer qu'on va gagner ». Il le dit clairement, de la même manière. Et c'est là, quand je l'ai entendu dire ça, puisque quand on a préparé l'émission tous les deux, où évidemment j'ai tout de suite fait le rapprochement, si tu veux, avec cette conférence de presse avec l'actionnaire principal aujourd'hui, entre lui qui t'explique qu'il va poser des jalons et qu'avec tout ça, au fur et à mesure, il va te bâtir une équipe qui va faire le nécessaire pour gagner, ce qu'il a réussi à faire. Et l'autre, justement, qui s'est un peu plus positionné justement en expliquant que tout allait arriver directement. Et là où Bernard Tapie a été très intelligent, encore une fois, c'est qu'il n'a pas suscité l'attente immédiate, puisqu'il te dit clairement, je ne sais pas quand on va gagner, mais je peux vous assurer qu'on va gagner. J'avais trouvé cette phrase très intelligente lors de son arrivée, justement, encore une fois, parce que finalement, il nourrissait plein d'espoir auprès des supporters. Et en même temps, il se laissait un petit peu le temps de la réussite. Donc, c'était intéressant. Très intéressant. Ouais. C'est intéressant, effectivement. Et en fait, c'est vraiment le système Tapie et le système, je dirais, du bon gestionnaire de club, quoi. C'est comme ça qu'on devrait faire, c'est-à-dire étape par étape, pierre par pierre, tu construis un club, tu le structures, tu construis une équipe, tu recrutes, mais tu ne peux pas recruter 11 joueurs, 11 talents extraordinaires, à part d'avoir les milliards du Qatar, et encore, même les Qataris n'ont pas fait ça en un an. Et puis petit à petit, tu la renforces chaque année, tu la régénères. Voilà, on va le voir d'ailleurs au fil des saisons, mais c'est comme ça. Donc c'est vraiment une grosse ambition. Voilà, je sais qu'on sera champion de France, ça je peux vous le certifier, on le saura. Et on ira loin en Europe, mais pour l'instant, on ne peut pas rivaliser avec ça. On va avoir une équipe intéressante la première année, 86-87, mais bon, elle ne pourra pas être championne. Ça, il est clairement, il n'y avait pas de pression du résultat sur la première année. Ça va venir très vite après, mais voilà, il sait que la première année, on ne peut pas demander l'impossible, mais au fur et à mesure, on va pouvoir y arriver puisqu'on va prendre les meilleurs joueurs. Ouais, c'est vraiment la méthode Tapie. Étape par étape. Ouais, mais si tu veux, là où tu peux voir la différence, et puis maintenant, avec le recul, nous, ceux qui ont vécu tout ça, on peut vraiment analyser les gars qui arrivent, en fait, et qui, des beaux parleurs, il y en a plein, si tu veux. On en a eu plein à l'OM et dans d'autres clubs, si tu veux. Mais qu'ils arrivent comme Marcourt qui arrive avec Hérault, on lève la Ligue des Champions et on va gagner 3 fois sur 4 le championnat face à Paris. Ouais. Mais en même temps, je mets que 200 millions.
Donc, clairement, tu te dis, OK, c'est de la mission. Il y en a qui arrivent, qui ont de la mission à l'américaine, comme McCourt ou d'autres, mais que derrière, ben, tu vois que c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas les moyens qui vont avec. Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les codes, il n'y a pas le talent, la gestion, quoi. Voilà. Si tu arrives à l'américaine. Et ouais, c'est des effets d'annonce. Alors après, évidemment, il faut voir ce qu'il a fait. Mais là, je viens de revoir tout à l'heure le commentaire de Tapi, justement, à l'arrivée de McCourt, où là, il a dit, donc le journaliste lui dit, il va arriver. C'est un mauvais geste. Pardon. Le journaliste lui dit, alors, il arrive avec 200 millions, et il lui dit, ben, attendez de voir déjà s'il va les mettre, et puis deux, qu'est-ce qu'il va faire avec les 200 millions, quoi. Donc, voilà. Les effets d'annonce, ça ne suffit pas. Il faut le prouver sur le terrain. Voilà, on va passer peut-être à la saison 86-87 ou tu voulais rebondir sur un truc? Non, écoute, vas-y, je pense que ça a été complet. Vas-y, je t'en prie. Alors, donc saison 86, alors là, j'ai fait une petite vidéo en intro. Alors là, peut-être que tu la vois. C'est avec punch que Bernard Tapie a fait son entrée dans le monde du football. Cette fois, ce n'est pas avec le franc symbolique qu'il a racheté Marseille. Au contraire, il a sorti les grosses coupures pour renforcer son équipe et surtout pour présenter au public marseillais un spectacle complet. Avec un sponsor unique qui a acheté le match pour 1 million de francs. Résultat, plus de panneaux publicitaires bariolés autour du terrain. Bref, un stade vélodrome complètement transformé, avec une sono digne des plus grands concerts pop, 40 000 watts de puissance, et un écran géant vidéo de 70 mètres carrés qui a coûté 14 millions de francs. Un spectacle à l'américaine qui peut inquiéter les responsables de la fédération. Ils ne connaissent pas pour l'instant, ils vont découvrir tout à l'heure, je vous dirai ça demain matin, s'ils trouvent ça bien ou s'ils ne trouvent pas ça bien, mais enfin, il n'y a pas de raison, puisqu'en fait, ça consiste simplement à apporter un plus qui est à la fois un plus artistique, puisqu'il y aura de la création, et puis d'autre part, qui est d'essayer de retrouver au sport et de lui redonner sa vraie caractéristique, qui est la fête. Toutes ces nouveautés ont attiré la grande foule. Du beau monde également dans la tribune officielle. Jean Fournier-Fayard, le président de la fédération, Jean Sadoul, le président de la Ligue, Jean Carieux, l'ancien président de l'OM, Jacques Séguéla, tous curieux d'assister au show Tapie et de découvrir la nouvelle équipe de l'OM. De ce côté-là, Hidalgo a fait les choses en grand, avec l'international allemand Foster, le yougoslave Sliskovic et les mondialistes Papin et Giresse. Le public a répondu à l'appel. On s'attendait à une forme d'enthousiasme, on ne s'attendait pas quand même à avoir autant de demandes, autant de gens pour venir voir cette soirée. Est-ce que c'est différent du cyclisme? Il y a plein de points communs en fait. La concentration, l'osmose entre les dirigeants et les coureurs, le fait qu'on a tous des prétentions et on essaie de mettre les moyens à la hauteur de nos prétentions, et puis surtout le fait que ce sont des chevaux de course, c'est des hommes extraordinaires. Superstitieux? Oui, beaucoup. Je touche mon petit bout de bois. Encouragé comme il se doit par son public, Marseille emballe le match et ouvre la marque grâce à cette belle action collective déclenchée par Giresse, relayée par Galtier, dont le centre est repris victorieusement de la tête par Cuben. L'OM mène 1-0, Tapie est souriant. Mais petit à petit, l'OM s'essouffle et Monaco, au jeu collectif plus soudé, parvient à égaliser par Manuel Amoros. Tapie grimace. En deuxième mi-temps, la situation s'arrange pour l'OM, qui obtient un pénalty pour une faute pas évidente du tout d'Ettori sur Papin. L'avancante de l'OM transforme ce pénalty et redonne l'avantage à son équipe. Tapie est soulagé et complètement rassuré grâce à un troisième but marqué par le même Papin. Tapie a gagné la première manche, il a conquis Marseille et les représentants de la municipalité sont de leur côté un peu plus détendus. Tous les partis politiques, sans exception, ont voté l'intégralité de ce qu'on leur a demandé. Bon, c'est long, c'est pas encore débloqué, mais je pense que ça va venir. Mais ça montre que le sport, au moins lui, est capable de rassembler toutes les énergies et toutes les volontés. Je crois que c'est une bonne leçon parce que c'est là où il faut effectivement retrouver de temps en temps des terrains d'entente. Ça coûte cher de manager un club comme l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille va coûter cette année entre 80 et 90 millions de francs. La subvention municipale est de 14 millions et tout le reste, il faut que je le fabrique. Est-ce que c'est facile de travailler avec Bernard Tapie?
Oh, je ne crois pas que ça soit facile de travailler avec Bernard Tapie, parce que c'est un homme qui est dynamique, qui sait ce qu'il veut, alors moi aussi, et il faut donc qu'on arrive à se mettre d'accord. Après le match, la fête. Les Marseillais ne sont pas au bout de leur surprise. Les joueurs, eux, n'en reviennent pas. Ils sont abasourdis. Laser, feu d'artifice, du grand spectacle. Tapie a réussi son entrée. Les joueurs sont sous le charme. Ils découvrent un président pas comme les autres. Un meneur d'homme et il entraîne beaucoup de dynamique avec lui. C'est un gars fantastique, super, et puis je crois qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. Avec lui, on s'attend à tout et tout ce qu'on pensait de lui est arrivé. C'est quelqu'un de vraiment extraordinaire. Oh, comment définir un homme avec autant d'activité, autant de générosité? C'est d'abord pour moi, c'est un ami. Ça, c'est le plus important, mais c'est surtout quelqu'un qui s'est dynamisé, qui apporte tout ce qu'a besoin un club et surtout tout ce qu'a besoin une équipe. Tapie s'est donné 5 ans pour faire de l'OM un grand de l'Europe du foot. Cela ne l'empêche pas d'envisager de s'intéresser au rugby, à Béziers, dit-on. En attendant, à Marseille, on ne voit plus que par Tapie. Mais attention, l'OM reste un club difficile à piloter. Donc, saison 86-87, donc à l'aube de cette première saison à la tête du club marseillais, même s'il a fait la fin de saison, mais bon, il y a eu très peu de matchs, et puis c'est pas lui qui a insufflé le mercato, l'équipe, donc il a juste accompagné sur les derniers matchs. Donc, il prend donc l'ancien sélectionneur adjoint de l'équipe de France comme entraîneur, Gérard Valide, en fait. Donc, en fait, Gérard Valide était l'entraîneur adjoint de Michel Hidalgo, il le prend comme bien sûr, sous les conseils de Michel Hidalgo, qui donc est directeur sportif. Donc, au niveau des transferts, donc le transfert, les clubs marseillais donc, se renforcent et recrutent Papin, Foster, Domer, donc juste ceux qui ne connaissent pas, donc Papin, évidemment, tout le monde connaît, mais Foster, donc grand défenseur central allemand, Jean-François Domergue, qui était un latéral qui a joué à Toulouse et après à Marseille, donc là, mais qui est en équipe de France, donc grand joueur, moi j'aimerais louer ce joueur. Henri Stambouli, on l'a vu plus tard, Stambouli, Cubain, donc qui lui était champion olympique avec la France en 1984. François Brisson, je crois qu'il lui aussi a été champion olympique avec la France. Franck Passy, donc Franck Passy qu'on connaît après, mais qui était très très bon à l'époque. Hein. Après, il a explosé à Toulouse aussi, mais ou à Vache, je ne sais plus cette période. Loré, c'est un attaquant, Siskovic, un bon joueur offensif, et Alain Giresse, le génial milieu offensif de l'équipe de France. Donc en fait, un recrutement d'achat qui cause. C'est des noms qui après ont réussi. Sacré joueur déjà qui constitue l'équipe. Qui viennent renforcer. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, Papin était tout jeune, certes, mais bon, il venait de faire la Coupe du Monde. Hein. Bon, il avait été un peu efficace, mais il avait fait la Coupe du Monde. Foster, donc, grand joueur, Domergue, grand joueur, Cubain, donc les Brissons, Franck Passy qui était très bon, Alain Giresse, Siskovic, Loré, donc c'était quand même une équipe intéressante. Alain Giresse, en plus, je crois qu'il arrive en tant que joueur plus que confirmé. Il a 30 ans passés, non, quand il arrive à l'OM. Ah oui, mais carrément, il a fait sa carrière à Bordeaux. Il a été énorme à Bordeaux. Plus, il a été champion de France à Bordeaux. Et à l'équipe de France, bon, c'était le pendant de Platini. C'est un super joueur. Ceux qui l'ont pas vu jouer, c'était de voir des vidéos de lui. C'était vraiment un super technicien. Donc, du coup, ça amène à cette équipe une autre couleur. C'est vraiment une équipe qui prend du potentiel énorme avec ce joueur-là et puis d'autres. Donc là, c'est plus du tout la même équipe qu'il y avait l'année dernière. Oui, et donc, finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec Papin qui était très jeune, tu vois donc JRS qui est bien plus expérimenté. Il y a à la fois un amalgame de joueurs d'hier et d'aujourd'hui, hein, si on se positionne à l'époque. Et puis, c'est vraiment une équipe assez homogène qu'il a essayé de construire. Alors, ça a toujours été comme ça, en fait. Hein. L'époque Tapie,
peut-être pas à la fin quand l'OM était au sommet européen, mais ça a toujours été une alchimie de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés. C'est la recette du football. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, depuis, on ne fait pas d'autre de mieux. Hein. Non. Donc ça a toujours été son leitmotiv. Oui, donc attends, excuse-moi, je me permets parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, donc évidemment, j'ai la photo de l'équipe devant les yeux et il y avait Galette aussi, il y a Galtier dans cette équipe. D'accord, peut-être. Ouais. Parce que le visage depuis tout à l'heure me parle, mais je me disais, mais oui, c'est lui. Donc, mais je pense qu'il devait faire partie des remplaçants plutôt. Après là, les noms qu'on dit, c'est les recrues phares, on va dire. Donc, à moins qu'il était déjà dans la salle de formation, c'est possible. Hein. C'est possible, effectivement. Parce que je pense que c'est fort probable. Bon, évidemment, il ne faut pas qu'on dise de bêtises, mais c'est fort probable qu'ils fassent partie des minots à ce moment-là. Je ne suis pas certain, mais. C'est un Marseillais, donc il n'y en avait pas beaucoup qui jouent à Marseille, des Marseillais, donc il y en a quand même quelques-uns de cette formation. Donc, premier match, bon, là, on ne va pas forcément le dire, mais bon, le premier match que vous avez pu voir en vidéo, là, qu'on vient de projeter. Donc, c'est face à Monaco, première journée du championnat et chaud à l'américaine, donc avec 46 000 supporters déjà. Hein. Vraiment, il y avait une grosse attente. 2 buts de Jean-Pierre Papin et 1 but de Cubaine. Et, donc, le Vélodrome est transformé en grosse sono, un écran géant vidéo de 70 mètres carrés. Donc, ça, c'était totalement inédit en fait. Hein. Oui, tout à fait. Mais tu as raison de le signifier, puisque plus tard, puisque c'est Guiraud qui lui rendra hommage, c'était il y a quelques années déjà, il disait qu'il avait réussi justement à totalement démystifier le football, justement. Il parlait de tout ce qu'il avait mis en place avant, justement, tu parlais de show à l'américaine, c'est exactement ça, tu le disais tout à l'heure, ça n'existait pas dans aucun stade de foot. Alors j'aimerais bien par contre, puisque je pense qu'on ne va pas voir la réponse, qu'il nous dise, si on a le plaisir qu'il puisse voir cette vidéo, ou peut-être un de ses fils, ou voir sa fille, d'où cette idée lui est venue. Alors est-ce qu'il s'est inspiré vraiment de ce qu'il y avait aux États-Unis, justement, et qu'il s'est dit, ça, il faut absolument qu'on arrive à faire une corrélation avec ce qu'il y a là-bas et ce qu'on peut voir à l'Olympique de Marseille dans le championnat de France. Mais ça aurait été intéressant de savoir parce que, évidemment, quand on a travaillé cette émission, il y a beaucoup de choses qu'on a vu qu'il a mises en place et malheureusement, on ne sait pas le pourquoi du comment. Mais j'aimerais bien savoir parce que c'était encore une idée qui était grandiose. Mais de toute façon, à l'heure actuelle, tout le monde s'inspire de ce qu'il a fait jadis. On peut parler jadis maintenant parce que c'était il y a quasiment 30 ans. Donc, je ne sais pas si tu as constaté, mais les clubs ont aussi leur chanson. Ça nous permet de faire un clin d'œil à Van Halen qui malheureusement nous a quittés. Puisqu'on parle de show à l'américaine, évidemment, l'entrée de la musique Jump sur l'entrée des joueurs. Donc, c'est pareil, c'est encore un truc dont les autres clubs se sont inspirés. Mais il a mis des choses, on en revient sur ce qu'on disait, il met des choses en place dès son arrivée et dont tout le monde va s'inspirer pendant des années, encore une fois. Donc, voilà. Mais non, vas-y, je t'en prie. Ben, effectivement, on n'a pas la réponse. Le seul truc que moi je sais, c'est qu'il a toujours dit que c'était un show, du plaisir. Il fallait vraiment du spectacle, qu'on était là pour prendre du plaisir. Donc, d'accord. Aussi bien au niveau du jeu, on va en parler après, au niveau du jeu offensif, que tu prennes du plaisir. Très souvent, il s'énervait quand l'équipe jouait mal, quoi. Il fallait vraiment donner du plaisir aux supporters. Alors après, c'est pas le plus important, évidemment, le choix à l'américaine. C'est pour ça qu'on a un peu raillé, par exemple, Jacques Herrero, là, quand il a mis ses LED autour du stade. Et une musique plus forte. C'est pas le plus important, c'est sûr. Mais ça fait partie du show. C'est pour ça que moi, sur ça, j'ai pas trop critiqué cette direction-là sur ça. C'est qu'effectivement, voilà, on se met dans une ambiance, c'est une ambiance de spectacle. Ça fait partie du spectacle. Alors, évidemment, après, il faut que sur le terrain, il y a quelque chose, sinon... On oublie ça, mais bon, voilà, ça fait partie du show et bon, ça, comment on s'est inspiré, ça, je ne peux pas savoir. Alors, sur cette saison, moi, j'avoue que je n'ai pas trop de souvenirs puisque je n'étais pas encore passionné par l'Olympique de Marseille, ça viendra l'année d'après. Juste que les Olympiens réalisent une très bonne saison, hein, mais ils ratent de peu le doublé. Ils ont quand même terminé 2e du championnat. Donc, finalement, tu vois, pas trop d'ambition, mais avec cette équipe qui est quand même pas mal. 2e du championnat. Et défaite en finale de la Coupe de France
contre Bordeaux. Bordeaux qui était la grosse équipe de l'époque. Donc il n'y avait plus Giresse, mais il y avait encore Tigana, il y avait des sacrés joueurs. Il y avait quasiment toute l'équipe de France à Bordeaux, quoi. Et Aimé Jacquet aussi qui était là. Enfin, voilà, donc il y avait vraiment. C'était la grosse équipe, mais malgré tout, l'OM, donc dès sa première année, arrive à talonner Bordeaux et aller en finale de la Coupe de France. Donc, quand même une bonne saison déjà. Donc saison 87, 88. Donc là, je mets une petite vidéo en intro. Donc la vidéo, c'est plutôt en fin de saison, puisque c'est Ajax, c'est l'OM face à l'Ajax en demi-finale de la Coupe des Coupes. Ouais. Donc ça, si tu peux le trouver, bon, moi la vidéo que j'ai vue, elle dure 45 minutes, ou même plus, parce qu'ils mettent le match même carrément. Mais moi, j'ai juste mis, le début, en fait, avec l'ambiance, le public très chaud. Avec en plus, ils avaient accueilli les anciens de 1971 qui ont joué face à l'Ajax aussi. Ah oui, donc en plus, tu es en train de m'expliquer que Bernard Tapie savait avoir de la reconnaissance pour ceux qui ont fait la grandeur du club, quoi. Exactement, l'histoire du club. Donc effectivement, il reçoit, on le voit dans cette vidéo, donc il reçoit les anciens de 71. Le show, le gros show, le spectacle, le public plein, chaud comme la braise, l'ambiance du Vélodrome qui est là, quoi, qu'on connaît, qui commence peut-être, alors je n'ai pas connu moi l'histoire des ambiances avant, en 71 il y avait quand même de l'ambiance, mais peut-être pas autant que là, que cette époque. Donc c'est un match formidable, l'OM a fait une campagne européenne extraordinaire en fait. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au stade Vélodrome de Marseille pour le match de l'année. Je crois que c'est vraiment le cas en ce qui concerne en tout cas le football en France. Cette demi-finale aller de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe où l'Olympique de Marseille accueille le tenant du trophée, l'Ajax d'Amsterdam, grand nom s'il en est du football français. Et vous pouvez le découvrir dans ce superbe vaisseau qu'est ce soir le stade du Parc Michelet. Plein comme un œuf, 42 500 spectateurs payants, plus 1500 invités, plus 4000 enfants, des milliers et des milliers de ballons bleu ciel et blanc aux couleurs de l'OM. C'est la fête. Espérons que cette fête, Jean-Michel, ira jusqu'au bout, car le visiteur, c'est le tenant, je l'ai dit, et c'est quand même l'un des très grands clubs du football européen depuis plusieurs années. Et puis je crois surtout que l'Olympique de Marseille s'est complètement investi dans la Coupe d'Europe. C'est qui tout double presque pour les joueurs de Gérard Banide, à savoir que ils avaient misé bien sûr sur le championnat et cette année ils n'ont pas été particulièrement heureux, notamment au cours de la première partie. Ils avaient laissé naître quelques espoirs après la trêve, mais ils se sont envolés bien vite, notamment avec une défaite à Nice, et tout s'est reporté sur cette Coupe d'Europe, puisque même en Coupe de France ils ont été battus par Bastia 1-0. Vous vous souvenez ce but de Trichy. Donc c'est qui tout double pour l'Olympique de Marseille, qui rencontre certes une équipe prestigieuse, mais je crois sur les prestations qu'a pu faire l'Olympique de Marseille tout au long de la Coupe d'Europe, que ce soit contre Leipzig, car Leipzig était aussi un gros morceau, que ce soit aussi contre Split, je pense que l'Olympique de Marseille est tout à fait capable d'éliminer l'équipe l'Ajax, même si au départ, eh bien, elle a un léger handicap de recevoir. Alors les anciens avaient été conviés, ceux qui avaient rencontré l'Ajax il y a de cela 17 ans maintenant. Vous reconnaissez Georges Carnus, Bernard Bosquier, Édouard Cula, Joseph Bonnel, Jean-Louis Audoul, bref, tous ceux qui ont fait la légende de l'OM. Lopez et Zunca, Victor Zunca, sans oublier Mario, Jules, sans oublier Mario Zatelli qui était l'entraîneur de l'époque. Et je voudrais, Jean-Michel, au début de ce match, alors que les deux équipes pénètrent sur le terrain, avoir une pensée pour un ami commun qui va subir une délicate opération demain.
Il s'agit de l'ex-chef du service des sports d'Europe numéro 1. Il y a le nom d'Europe numéro 1 sur les maillots de l'OM. Notre ami Fernand Choisel qui doit avoir un petit moral. Mais Fernand en a vu d'autres et il s'en sortira. Et qu'il sache que tous ses amis pensent à lui et nous lui joue bien sûr en blanc. Les Hollandais ont été obligés de se mettre en bleu. Je pense que ce sera au match retour le contraire. Car ce maillot rouge et blanc, eh bien, c'est tout un symbole. Celui du football total, celui d'un football révolutionnaire, celui de joueurs exceptionnels. On a parlé de Cruyff, mais il fallait parler aussi du capitaine Kaiser, de ce milieu de terrain, Haan Mistens, Muren, qui était un milieu de terrain fabuleux, de ces arrières latéraux qui s'appelaient Rudy Kroll, et Surbier de cette charnière centrale, Plappenbourg, Hulshoff. Ça aurait pu le croire, c'est lui qui était indiqué par l'UEFA. Mais tout simplement, le Roumain, M. Ilia, qui sera assisté de messieurs Borumbuiu et Constantinescu à la touche. Un trio donc d'arbitres venus de République de Roumanie. D'accord. Et moi, en fait, c'est là où je suis tombé amoureux de l'OM. En fait, ça avait jeté, comme je te disais tout à l'heure, le personnage avec ce qu'il faisait, le côté charismatique, les émissions, l'entrepreneuriat et construit une équipe de dingue, en fait. Et des joueurs, moi, que j'aime, comme j'y reste. J'adorais l'équipe de France, quoi. Tu vois. Donc, il y a ça qui fait que. Et à cette époque-là, les clubs français ne réussissent pas en Europe. On sait très bien que les clubs français ne gagneront pas la Coupe d'Europe. Ça, c'est quelque chose qui est inscrit, c'est dans la tête, un peu comme avant 98, où on sait que l'équipe de France ne sera jamais championne du monde. C'était quelque chose qui était une fatalité, tu vois. Et donc là, il arrive et d'ailleurs, j'ai vu ça, je ne me rappelais plus, il va à Leipzig, tu vois, à l'époque, on retrouve Leipzig, à Duke Split aussi, c'est qui étaient des grosses équipes à l'époque. Bah oui. Ouais, me fait un super parcours et joue contre l'Ajax qui a des sacrés joueurs dans son équipe. Alors, certes, il n'y a pas Cruyff, mais il y a Bergkamp. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais plus trop l'équipe, je l'ai vu, mais je ne me rappelle pas. Des sacrés joueurs, quoi. Et c'est le gros qui a gagné la Coupe des Coupes l'année d'avant, quoi. D'accord. Et bon, là, par contre, ça tourne court, puisque l'OM perd 3-0 au Vélodrome. Et par contre, va gagner 2-1 à Amsterdam au retour. Mais bon. Pour l'honneur. Pour l'honneur, parce qu'il y avait 1-0 pour l'Ajax. Donc, c'était pillé. Mais malgré tout, ça reste un super parcours. Alors, l'équipe qu'il y avait dans cette Coupe d'Europe, là, il y avait Bell, donc Joseph-Antoine Bell, qui était déjà là. D'accord. Fall. Alors, Fall, moi, je ne connais pas, mais c'était un international. Et oui, un bon international. Lovitz, c'est pareil, apparemment, c'était un international très bon. Le Roux qui était moi je l'ai connu, je crois qu'il a joué à l'équipe de France, un joueur très élégant en fait, derrière. D'accord. Genre un libéraux, quoi. Jean-François Domergue, donc, qui était là, de l'équipe de France. Forster, Forster, c'était un joueur extraordinaire, un super défenseur central. Gengini, alors Gengini, c'est le comparer peut-être avec aujourd'hui, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est un joueur très très élégant au milieu. C'est Pagis, quoi. Enfin, Pagis, c'est le plus buteur, mais tu vois, c'est ce type de joueur, quoi. Tu vois, c'est vraiment un sacré joueur. Il faisait partie des 4 numéros 10 en équipe de France. Gengini, Giresse, on en avait quand même 2 sur 4. Tu vois. Il a tout fait pour faire venir Platini, hein. Il n'est pas ici. Il y avait Pelé, moi je ne me rappelle pas, mais il y avait déjà Pelé. Abedi Pelé était déjà là. Papin et Alof. Donc, Papin qui commençait quand même il avait fait un mauvais début, mais il commençait maintenant à être bon. Et Klaus Salof, qui était un super attaquant allemand, on a déjà parlé dans une dernière vidéo des grands attaquants de l'OM. Donc, une équipe qui commençait à tenir la route, quoi. Et donc, qui a fait rêver tout le monde. Et moi, le premier, c'est cette année-là, avec le parcours européen, que je suis tombé amoureux de l'OM, évidemment, avec Tapi, comme je disais tout à l'heure, qui a fait que je me suis intéressé à cette équipe aussi. Donc ça, j'imagine que tu n'as pas trop de souvenirs, ou même le recul, ce n'est pas forcément une époque qu'on connaît trop, puisque bon, c'est plus la Ligue des Champions, la Coupe des Champions qu'on retient, quoi. Ouais, non, là, c'est vrai que je suis un peu trop jeune à ce moment-là. Moi, tous mes souvenirs, vraiment, et le moment où je suis vraiment tombé amoureux de l'OM, c'est sur la saison 91, où on perd en finale, justement, là, contre l'Étoile Rouge de Belgrade. J'ai mes vrais souvenirs ici. Alors, ce qui est rigolo, si tu veux, par contre,
avec les noms que tu me donnes, les histoires que tu cites, c'est que si tu veux, les souvenirs que j'ai des joueurs sont les joueurs en Panini. Parce Oui, que les c'est vrai. premiers, en fait, je les avais sur ces albums-là, parce que, alors peut-être pas sur cette saison-là, parce que c'est encore un petit peu tôt, mais certainement à partir de la saison suivante. Et effectivement, sans vraiment savoir l'amour que j'allais avoir pour l'Olympique de Marseille, justement, par la suite, j'étais déjà bien plus attiré par les Bleus et Blancs que par les autres équipes. Donc, voilà, quand je vois Passy là, justement sur la photo, d'ailleurs il n'a pas beaucoup changé, il a bien vieilli. J'ai ces souvenirs-là là, au niveau des Panini. Et donc Papin, évidemment. Il y a même un nom, tu vois, que je vois là au niveau des remplaçants. Bouafia, ça me parle. Brisson, c'est pareil, je crois que lui en plus, ils ont fait un stade dans l'Oise, puisque je suis originaire de l'Oise. Il a joué à Montauban, après. Chez moi, il a joué à Montauban, Jean-François Brisson. Très bien. Il y a quand même pas mal de noms qu'on connaît, évidemment, avec l'héritage qu'il y a eu, comme Stambouli aussi, d'après ce que je vois. Alors, il y a Hérault, ça c'est rigolo, au niveau des remplaçants. Donc, c'est Jean-Marc Hérault. Jean-Marc Hérault qui est un milieu défensif, un milieu offensif, ouais, il était intéressant comme joueur. Alors, c'était plus remplaçant, mais c'était un joueur intéressant. Et il y a Mérieux, donc j'imagine que c'est Frédéric Mérieux. Frédéric Mérieux qui était, moi j'aimais bien aussi. Après, si tu veux, je dirais maintenant, bon, évidemment, on s'est un peu renforcé cette année, donc on ne peut pas comparer, mais genre, il y a 2 ans, tu vois, c'est un joueur qui n'aurait pas fait tâche dans l'équipe. Tu vois, c'était un bon joueur intéressant. Mais bon, là, l'équipe de cette époque a commencé à être sérieusement renforcée, donc c'était remplaçant, mais c'était un bon joueur. Mais c'est surtout, tu vois, Domergue, Leroux, le sacré joueur, Foster, il y avait vraiment une équipe, une défense de fou. Bell, c'était un sacré gardien. Et surtout, Gengini, Giresse, alors Pelé, je pense qu'il n'avait pas encore le rayonnement qu'il avait. C'est pour ça, d'ailleurs, après, il a été prêté. Ouais. Mais bon, on devait sûrement déceler un petit peu sa technique, j'imagine. Mais Gengini et Giresse, quand tu es amoureux du foot et amoureux du beau geste, de la technique, bah, tu te régales, quoi. Vraiment des sacrés joueurs, des sacrés techniciens, des numéros 10, quoi. Donc, et puis à l'offre, sacré attaquant et Papin qui commençait à marquer. Donc ça a commencé à faire une belle équipe, quoi, vraiment. Et le maillot est top. Hein. Encore une fois, je ne l'ai pas celui-ci, j'en ai quand même quelques-uns. Le maillot de l'équipe 87-88 est vraiment sympa. Alors, si tu veux, pour terminer sur cette saison, en fait, c'est un peu. On dit souvent qu'en Coupe d'Europe, il faut perdre pour apprendre, quoi. En fait, il faut faire des campagnes européennes pour s'habituer à l'Europe, pour connaître ce parfum européen, pour gagner des équipes et puis faire un parcours et tomber contre plus gros et apprendre donc des victoires que tu as gagnées, que tu as eues, mais des défaites aussi. Et pour moi, c'est la vraie construction en fait du projet Tapi. Il a commencé avant, mais au niveau européen, quoi. C'est que là, sur ce match-là, on n'a qu'à voir vous n'avez qu'à aller voir la vidéo. Moi, je vais couper un peu le montage, mais clairement, tu as Jean-Michel Larquet et Thierry Roland qui commentent le match, mais tout le monde y croyait, quoi. Même si l'Ajax faisait figure d'épouvantail, Tapi avait su donner cette ambition et se dire que voilà, un club français pouvait gagner une Coupe d'Europe alors que c'était complètement impossible, quoi. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, alors certes, c'était la Coupe des Coupes, c'était pas la Coupe des Champions, mais on s'est dit, Tapi, l'ambition qu'il a, ouais, on y croit, quoi. En plus, à chaque année, il recrute, et il y a cette expérience européenne, et elle servira par la suite, et elle a servi par la suite. Donc, c'est vraiment le début de l'aventure européenne de Tapi. Ce sont les jalons de sa réussite à ce moment-là, en fait. Hein, exactement. Exactement. Son travail commence à porter ses fruits, et il voit qu'il est dans le bon chemin, quoi. Et, du coup, il y a un suivi. Après, la passion aussi, hein, qui a été créée dans toute la France après, puisque petit à petit, cette épopée a été donc portée par toute la France, et puis après encore plus, quoi, avec la Coupe des Champions. Donc saison 88-89, on arrive maintenant. Alors là, par contre, si, les joueurs qui arrivent. Non, déjà. Alors en fait, il faut savoir que la méthode Tapi, c'était on vire beaucoup de joueurs et on recrute beaucoup de joueurs. C'est-à-dire qu'on amène du sang frais, quoi. Et c'est-à-dire que les remplaçants ou les joueurs qui sont un petit peu en pré-retraite, on va dire,
il n'en veut pas, quoi. Il faut arriver avec, il faut faire venir des joueurs ambitieux, des joueurs qui ont les crocs et qui sont là pour s'imposer et pas à se cacher. Voilà, ça, ils ne supportaient pas et il fallait régénérer l'effectif. Donc, il y avait souvent beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées. Donc là, il y a beaucoup de départs. Ayache, Lovitz, Boifia, Foll, Apriou, Bell, Giresse, Tassi, Domer. Tout ça, ça part. D'accord. Par contre, il y en a qui arrivent. Il y a Franck Sauzet. Ça, on peut en parler après. Il y a Gaëtan Huard qui était un super gardien. Ah oui, tout à fait. Vraiment extraordinaire, ce gardien. Cantona, Dimeco, bien sûr. Tis, qui était un super défenseur. Je crois qu'il est en équipe de France aussi. Bruno Germain, donc alors ceux qui ne connaissent pas, c'est le père de Valère Germain. Philippe Berquis. Alors, Philippe Berquis, c'est Gengini. Ah, ben d'ailleurs, je pense qu'il était dans les 4 numéro 10, en fait. Voilà, c'est pareil. C'est très, très bon joueur, Philippe Berquis, de mémoire. Il a dû jouer à Nîmes et à Metz aussi. Tu vois, là, on arrive sur une saison où, justement, j'ai beaucoup plus de souvenirs que sur les deux précédentes sur les joueurs que tu cites. Hein. Philippe Berquis, c'est le technicien, c'est un super meneur de jeu, quoi. Et il n'était pas tout le temps titulaire en plus, hein, puisqu'il commençait à avoir une équipe extraordinaire, mais bon, il était quand même très souvent sur le terrain quand même. Mais voilà, il y a vraiment des sacrés joueurs qui arrivent. Alors ça, il y en a peut-être d'autres après à la marge, quoi, mais c'est des gros qui arrivent. Mais c'est quand même des sacrés joueurs, puisque Cantona, il commençait quand même à faire parler le championnat de France et l'équipe de France. Papin, après, tout ce qui reste, hein, puisque bien sûr, Papin reste. Voilà, il y a quand même une ossature, comme on disait tout à l'heure, qui se crée, quoi, avec les meilleurs joueurs. Ceux qui, à la limite, arrivent en fin, comme Giresse, peut-être, ça a commencé à être la fin en fait, de sa carrière. Et puis d'autres qui étaient peut-être un peu moins motivés et moins performants, peut-être. Hein. Et du coup, on régénère tout ça, quoi. Donc, ça fait doublé coupe championnat. Doublé coupe championnat avec le but du titre, qui ne donne pas le titre direct. Le but de Franck Sauzet à la 91e contre Paris, mais en fait, c'est décisif. C'est-à-dire que Paris, je crois qu'il était devant. Donc, l'OM en gagnant passe devant Paris. Et après, il fallait finir le travail. Contre Serre, je crois. Je ne sais plus. Enfin, bon, il restait un match en fait, à gagner pour être officiellement champion, quoi. Mais ce match-là, avec l'équipe qui avait la dynamique, bon, on savait que l'OM ne pouvait plus perdre. Oui, donc c'est le deuxième doublé apparemment depuis celui de 1972. Exactement. C'est la première fois que l'OM regagnait, en fait, regagnait la Coupe de France et en plus le championnat. Et vraiment une équipe sympa. Alors, en fait, Tapi, ça a été toujours sa méthode, c'est que lui, il n'attend pas 6 mois, 1 an que l'entraîneur fasse des mauvais résultats. Bonjour Rudy Garcia. Il n'attendait pas. Au bout de 2 matchs, si tu commences la saison, là tu vois la saison qu'on a faite, le début de saison, après on a gagné contre Paris, mais il était capable de virer l'entraîneur. Ah bah oui. C'est-à-dire que là, voilà, ça lui convient pas, hop, on le vire, quoi. C'était le jeu n'y est pas, on dit voilà, là c'est la méthode Tapi, c'est là t'as pas de jeu, en ce moment on n'a pas de jeu avec André Villas-Boas, là il le virait, quoi. Il ne cherchait même pas à comprendre, quoi. C'est de suite, il voulait les résultats. Là, par contre, on était vraiment dans l'exigence. Et là, c'était le titre chaque année. Et en Coupe d'Europe, on va loin, quoi. Donc là, l'ambition était hyper, hyper importante. Donc là, il avait un peu la même manie avec les gardiens, j'ai l'impression aussi. Il changeait quand même de manière récurrente de gardien. Il y a eu Bell, là on voit qu'il y a Gaëtan Huard aussi. Après, on verra tout à l'heure le Meta et Barthès, le passage de témoin qui n'a pas été très simple. Ouais, parce que tu dis pour l'entraîneur, c'est valable aussi pour les gardiens. Peut-être. C'est peut-être juste les forts caractères, je ne sais pas. Aussi, peut-être, ouais. Alors, du coup, il remplace Gérard Banit par Gérard Gilly, donc, qui était responsable de l'équipe, responsable de formation, quoi, en fait, et de l'équipe réserve, en fait. Et en fait, ça colle de suite, en fait. Alors, c'était un petit peu un coup, en fait, quelque part, parce que si au bout de 2 matchs, ça n'avait pas marché, elle retrouvait un plus expérimenté, on va dire. Mais bon, c'est vrai que Gérard Gilly connaissait le club, connaissait les joueurs qui étaient montés, et il s'entendait bien avec les pros, donc bon, c'est assez logique. Et puis très vite, en fait, les joueurs ont adhéré, quoi. Les joueurs ont adhéré.
Alors, sur le cas de Gilly, je pense qu'on peut, on peut également y associer le cas Cantona, pour le coup. Parce que, si je dis pas de bêtises, l'histoire d'Éric Cantona qui jette son maillot et Bernard Tapie qui lui explique tu ne le porteras plus chez moi. J'ai vu justement une vidéo sympathique de Basile Boli et de Bernard Tapie où Basile Boli lui pose la question et Bernard Tapie lui répond que de toute façon, si jamais il a réussi à obtenir, que ce soit pour cette saison-là ou les saisons qu'on suivit avec les hommes de base qui ont pu passer d'une saison à l'autre, c'est aussi parce qu'il a eu cette réaction-là avec Cantona. Donc je crois que Gérard Gilly arrive d'une division inférieure en tant qu'entraîneur. Et il dit clairement à Basile Boli, comment veux-tu que j'explique à mon effectif que mon entraîneur va tenir, justement va arriver à les tenir et à essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes si jamais je montre que je ne le soutiens pas et que je laisse tout le monde se comporter de la manière dont il souhaite. Et effectivement, en s'en prenant à Cantona, il s'en est pas pris au remplaçant du remplaçant. Donc il s'est pris au plus gros caractère de l'équipe, certainement un des meilleurs joueurs aussi qui avait en exercice, en tout cas au niveau même de l'équipe de France à cette époque-là. Donc je pense que la réussite de Gérard Gilly vient aussi de ce fait d'armes, encore une fois. Et il y a toujours finalement, tu vois, dans les succès, une patte Tapie avec un événement qui fait que finalement on arrive encore à créer une dynamique ou quelque chose derrière, toujours pour essayer de continuer. Donc c'est la victoire dans la continuité, quoi. Et à chaque fois, on le verra, il y a des anecdotes aussi qu'on pourra... Je vais t'en donner pour rebondir sur ce que tu dis, un peu sur la personnalité, en fait, Tapie. Qu'est-ce qui fait, donc on va commencer à en parler, mais qu'est-ce qui fait la réussite de Bernard Tapie, en fait? Après, j'aurais bien me faire une petite partie sur Gérard Gilly. Hein. Pour moi, c'est une époque bénie, quoi. J'adorais cet entraîneur. Alors là, j'ai noté 4 petites déclarations soit de joueurs ou de dirigeants. Donc, Dimeco sur BFM TV, vous pouvez le retrouver dans la vidéo. Il aurait pu être un gourou tant il était fort en relations humaines. Il savait tirer le maximum de ses joueurs. Les jours de match, il arrivait à midi, voire le matin même, et passait la journée avec nous. Il nous mettait une telle pression qu'on était à 100%. Et en fait, il instaurait une relation amicale, voire affective, comme un père, en fait. À la fois, il faut être très dur, mais à la fois très proche. C'est pour ça que les joueurs adhéraient à ça. En plus, c'était lui qui avait le portefeuille aussi. Mais voilà. Il y a une autre anecdote de Jackie Bonnevet, donc au début de l'histoire, donc, toujours dans le livre Le vestiaire de l'OM. Il insistait sur le côté émotionnel, l'attente des supporters. Il essayait de chercher au plus profond de nous notre motivation. Parfois, ses paroles avaient une certaine violence, mais on l'aimait bien. Parce que même quand il engueulait quelqu'un, on avait l'impression qu'il le faisait avec le cœur. C'est quand même assez impressionnant. Oui, tout à fait. Tu vois qu'il y mettait du cœur et qu'il y mettait sa personnalité. Il vivait certainement ces moments-là et il arrivait à transcender les gens en leur faisant ressentir ce que lui ressentait lui-même. Et on le voit à travers les anecdotes que tu viens de donner, de toute façon. Voilà. Et je termine par 2 petites anecdotes. Si Jean-Pierre Bernès, c'est quelqu'un qui m'impressionnait. Quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Il y a vraiment c'est un respect. Et Jean-Marc Ferreri, on l'appelait, qui a été champion d'Europe, on l'appelait le boss, ça veut tout dire. Non seulement il était brillantissime, mais il avait en plus un charisme incroyable. Tout le monde l'écoutait. Mais Goethals, par contre, il savait s'y prendre avec lui. Voilà. Il était assez malin pour ça. Donc voilà, ça résume la méthode Tapie. C'est vraiment... on va chercher la motivation au plus profond des joueurs, on sait les motiver, on sait aussi les cajoler, on sait, on sait s'en occuper, quoi. On n'est pas indifférent et quand le moindre mauvais résultat ou le moindre baisse de régime, on va les secouer, quoi. On attend que la crise s'installe, quoi. Puis je pense qu'il arrivait aussi à faire comprendre aux joueurs que rien n'était acquis. Donc, c'est la recette de la gagne, c'est ça, évidemment. Si tu te reposes sur tes lauriers, après, tu n'obtiens plus rien. Donc, je pense que de toute façon, il avait vraiment il est quand même exceptionnel. Hein. Il savait vraiment s'y prendre. Et puis, en plus, tu parles de lui de tout à l'heure en termes élogieux sur beaucoup de choses. Mais en fin de compte, Bernard Tapie faisait tout à l'OM.
il était directeur sportif. C'était lui qui arrivait, j'ai l'impression qu'il arrive aussi à nouer des relations qu'il a toujours avec certains joueurs aussi. C'était un homme à tout faire. Et aujourd'hui, on a des hommes à tous les postes, mais j'ai l'impression que lui, il était capable justement de s'occuper de tout, de tout. Enfin, il était capable de faire une équipe, d'aller chercher des joueurs. Il savait quel montant fallait mettre sur un joueur, lequel montant fallait pas mettre, quel joueur il fallait prendre, comment faire une équipe homogène. Enfin, ça, c'est ce qu'on a vu simplement depuis le début de l'émission. Il savait tout faire. Après, voilà, j'ai revu une vidéo de Papin qui dit qu'en fait, il faisait un discours avant l'entraîneur. C'est-à-dire qu'il faisait la tactique, en fait, il faisait les discours. Certes, pour la motivation, mais il faisait la tactique. Alors, avec certains entraîneurs, ça passait. Goethals, comme je venais de le dire, il savait y faire, c'est-à-dire que Tapie, pendant 10 minutes, il faisait la tactique et tout. Et dès qu'il partait, Goethals, il disait, bon, n'écoutez pas le boss, là, là, je vais vous dire le vrai timing. Mais il disait rien devant lui, quoi. Et après, donc, il savait y faire. Par contre, il y en a un qui supportait pas, et ça peut se comprendre vu son passé de joueur, c'est Franz Beckenbauer. Donc, lui, par contre, quand il voyait Tapie parler de foot, il se disait, moi, je suis champion du monde avec, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Bon, donc forcément, j'y connais un peu plus. Mais a priori, il y a beaucoup d'entraîneurs qui laissaient faire aussi par le charisme, quoi. Donc, je vais revenir sur Gérard Gilly. Pour moi, c'est le jeu idéal, en fait. J'en ai parlé l'autre fois avec Mourad Ars. Vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite avec lui où on parle de Bielsa, mais je lui parle du beau jeu qui a existé avant Bielsa avec Gérard Gilly. C'était vraiment un jeu offensif, du panache, un jeu vers l'avant, un football champagne, comme on l'appelait. C'était vraiment... c'était du jeu, tout le temps du beau jeu, quoi. Et Tapie, c'est ce qu'il adorait. Comme je disais tout à l'heure, que dès que le jeu allait pas bien, mais il était, soit il engueulait tout le monde, ou soit il changeait d'entraîneur pour qu'il y ait ce jeu-là, quoi. C'était vraiment un régal. Donc là, quand on était passionné par l'OM ou qu'on n'était pas et qu'on devenait, on devenait pour ce jeu-là. C'était vraiment du jeu plein de panache, quoi. Du jeu vraiment offensif, du jeu à l'équipe de France de 82 et 86, quoi. Donc, pour ceux qui aiment le jeu vraiment offensif, ben là, c'était du régal. Vraiment, pour moi, c'est Gérard Gilly. Moi, je l'admire. Alors, ça n'a pas été un très grand entraîneur comme d'autres. Hein. Il n'a pas eu la carrière qu'il pouvait espérer. Mais quand il est resté à l'OM, en tout cas, ça a été formidable. Évidemment, il avait les joueurs qui allaient avec, mais bon, il y a d'autres entraîneurs qui ont des joueurs qui vont avec. Et comme ça, ce jeu phénoménal. Ouais. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, il a aussi vécu des périodes à l'OM où il n'avait pas forcément les joueurs qu'il avait avec. Hein, parce que lui, justement, pour l'amour du club, il est revenu. Tu fais bien ça sérieusement de le mettre en exergue, parce que c'est un personnage qui a beaucoup compté dans l'histoire de l'OM, donc y compris sous Bernard Tapie, voire un petit peu après. Mais ouais, oui, c'est quelqu'un de très respectable. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, justement, qui t'entendent en parler en termes élogieux, c'est une très bonne chose, parce que c'est un grand personnage, un grand monsieur. C'est clair. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette saison? C'est que Jean-Pierre Papin il met 22 buts en D1, donc meilleur buteur. L'OM donc termine premier et gagne la Coupe de France le 10 juin 89 face à Monaco, un match extraordinaire durant lequel Papin inscrit un triplé, 4-3 face à Monaco. Si vous pouvez revoir cette finale, elle est phénoménale. Et donc là, c'est la saison parfaite, quoi. La saison parfaite, tant au niveau du jeu que des résultats et que de la passion que ça génère. C'est le début de l'aventure et le début de victoire. On va peut-être passer en avance 89-90. Ouais. Alors, 89-90, donc à l'été 89, Bernard Tapie renforce l'équipe avec des recrues comme Alain Roche. Donc, Alain Roche qui était un solide défenseur central, vraiment très très bon joueur. Il a continué sa carrière, bien sûr. Il était tout jeune à l'époque. Manuel Amoros. Donc Manuel Amoros, c'est un grand défenseur de l'équipe de France, qui a une longue carrière en équipe de France. Carlos Moser. Donc Carlos Moser, on en a parlé dans les dernières précédentes vidéos, mais c'est pour moi le super défenseur, énorme comme défenseur. La classe est très costaud, très physique. C'est le patron, quoi. C'est vraiment le patron derrière. Énorme. Carmelo Michich, alors bon, c'était pas forcément le plus grand joueur, mais bon, c'était un attaquant.
de Metz, je crois, Bernardet, Jean Tigana. Donc voilà, il a réussi maintenant à récupérer Jean Tigana à Bordeaux. Il commençait à être en fin de carrière, mais il a donné de réels services à l'OM. D'ailleurs, je me permets juste, tu avais fait une très bonne émission aussi. Alors, je ne sais plus qui tu avais interviewé à ce moment-là, mais sur les relations, parce que évidemment, on parle de l'OM aujourd'hui. Moi, la relation qu'il y avait le conflictuel entre Bordeaux et Marseille, je ne l'ai pas forcément vécu. Et son nom m'échappe, j'espère qu'il voudra bien m'excuser. Ah ben, ça doit être Thierry Trésor, justement, le fils de Marius Trésor. C'est ça. Et cette émission-là était vraiment très, très, très bien parce que justement, ça a pu me plonger un petit peu dans le contexte de l'époque. Alors évidemment, je fais une parenthèse, mais c'est parce que j'ai vu Tigana et ça m'a fait penser à Bordeaux. Et donc, cette émission, c'était très sympa parce que évidemment, l'ogre qui était en place à l'arrivée de Tapie, c'était Bordeaux et le contre-pouvoir, c'était l'OM. Donc, pour ceux, encore une fois, qui suivent l'émission, déjà, ne sont pas forcément au courant, et parce qu'on parle toujours de Paris ou Lyon, mais la vraie rivalité à la base, après celle qu'il y a pu avoir avec Toulon en premier et Saint-Etienne après, c'était Bordeaux à l'époque, sur justement toutes les années que tu cites depuis tout à l'heure, pardon, avec leur président Bèze, justement, qui était un sacré personnage aussi. Voilà, je m'excuse, hein, j'ai juste fait une aparté. Non, bien sûr, Claude Bèze, il était ce qu'il était, mais c'était aussi un président charismatique, hein, et qui, du coup, lui aussi, avec une autre méthode, mais arrivait aussi à motiver les joueurs, à faire des grosses équipes. Donc, c'était vraiment aussi un sacré président à Bordeaux. Et Bordeaux était la grosse équipe de l'époque, et donc il y avait vraiment une grosse rivalité, et jusqu'à que l'OM, du coup, être champion. Et même après, l'OM a bataillé face à Bordeaux, hein, avec Goethals d'ailleurs, qui était à Bordeaux. Donc, ouais, c'était. Et puis les sacrés joueurs. Donc, d'aller chercher Giresse, puis après Tigana, c'était quand même pas gagné, quoi. Oui, tout à fait. De débarquer de Claude Bèze. Chris Waddle, donc qui arrive pour 45 millions de francs à l'époque, qui est un record à l'époque. Maintenant, c'est pas la même somme, mais à l'époque, c'était un record, et puis il était quasiment inconnu, quoi. Même s'il était en équipe d'Angleterre, en France, on ne le connaissait pas. Enzo Francescoli, on le connaissait parce qu'il jouait au Matra Racing, qui avait une grosse équipe de Paris. Par contre, en fait, c'était une équipe de stars. Il n'y avait vraiment que des stars, mais ça n'a pas réussi, en fait. Après, ils ont même coulé, ils sont tombés en deuxième division. Donc, comme quoi, que les stars, ça ne suffit pas. Il faut aussi un mélange de jeunes, de joueurs d'expérience. Il faut une alchimie, c'est compliqué de faire une grosse équipe. Donc, Enzo Francescoli, sacré joueur technique. Et là, vraiment, on passe top des joueurs offensifs. L'idole de Zizou. Ouais, mais c'est vraiment un super technicien, quoi. Donc, quant à Francescoli et Waddle, alors, moi, franchement, un des plus beaux matchs de l'Olympique de Marseille et même de ma vie que j'ai vu, avec peut-être France-Brésil de 86, et encore, je l'ai revu. Alors, c'est vrai que c'était assez lent. J'étais un peu déçu quand je l'ai revu pendant le confinement, France-Brésil. Mais bon, ça fait quand même des grosses équipes. Mais revoyez-vous, moi je l'ai revu encore pendant le confinement, OM Benfica, le match aller. C'est un des plus beaux matchs de l'OM. Festival offensif, des gestes extraordinaires de Francescoli, de Waddle. Enfin, on aurait pu gagner 5-1 ce match. On devait gagner même 5-1. C'est énormément d'occasions. Donc là, c'était vraiment une grosse équipe pour moi. C'est avec celle de 90 et 91, ça se vaut. 90-91 est peut-être légèrement au-dessus, mais ça se joue à rien. Je sais que sur le Fossin, ils ont fait des élections des meilleures équipes. Pour moi, les deux, c'est quasiment pareil. Mais là, on a donc dans la continuité de ce qu'on voit tout à l'heure, on voit la façon dont l'équipe se construit. On voit vraiment là avec cette équipe-là qu'on a vraiment passé un cap. Évidemment, donc l'année d'avant, tu arrives à gagner, tu fais le doublé. Mais là, quand tu vois l'équipe qui est en place, c'est très, très costaud. Tu vois qu'on a réussi à gagner au niveau national. Là, maintenant, on va chercher autre chose. C'est-à-dire la Coupe d'Europe, on ne l'a pas, mais on va commencer à poser les nouveaux jalons pour aller la chercher. Et ça se voit, parce que quand on reprend tous les noms que tu as cités tout à l'heure, et encore une fois, je vois l'équipe type devant les yeux, c'est hallucinant. Deschamps, il y a Dimeco aussi.
Enfin, Ouais, Moser, comme tu le disais tout à l'heure, c'est incroyable. Waddle, il a dit que c'était une des plus belles équipes de l'histoire, mais pas de code de l'OM, il dit. Hein. Ouais, C'est ouais. une des plus belles équipes de l'histoire. Alors bon, après, évidemment, on peut en trouver d'autres, hein, c'est clair. Mais ça veut dire que c'était une équipe phénoménale. Et ouais, non, c'est sûr. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, ça me reviendra peut-être. Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que pas parce que le système a changé. Pour se qualifier en Coupe des Champions, en fait, il n'y avait que le champion. Donc, du coup, on n'était pas en Coupe des Champions, à l'époque Coupe des Champions, ça s'appelle après Ligue des Champions, parce qu'on n'était pas champion. Donc, c'est donc la première année qu'on est en Coupe des Champions, puisqu'on vient d'être champion. Donc, il n'y avait que le premier. Donc, c'était vraiment l'élite, quoi. Maintenant, on peut être deuxième, troisième ou quatrième dans certains championnats, enfin, italien, anglais, espagnol et autres. Donc, voilà. Donc, si je dis pas de bêtises non plus, finalement, cette année-là, c'est l'année où Maradona doit venir et ne vient pas. Oui, effectivement, c'est cette année-là, ouais. Alors, du coup, on va intégrer une petite vidéo justement sur ça, sur Maradona qui a failli venir et qui a failli venir, on ne dit pas comme ça, c'est pas juste une rumeur. C'est-à-dire que Maradona voulait venir. Il a même invité Michel Hidalgo, le directeur sportif de l'OM, à Naples, pour le faire signer, quoi. Donc, et en fait, tout était fait. Ce qui a fait capoter en fait l'affaire. Même j'ai revu des vidéos où là à l'époque il n'y avait pas de silence. Et Tapie disait clairement je veux ce joueur, je veux pas le joueur. Peu importe, ça ne faisait pas capoter l'histoire. Il mettait le pognon, puis c'est tout. Et il a même dit sur la 2, sur le journal de la 2, il disait je vais donner tant à Maradona. Ouais, effectivement. Ouais, j'ai vu cette vidéo-là. Ouais, et donc en fait tout était ficelé. En fait, ça allait se faire. Mais alors là, c'est de mesurer mes paroles. En fait, ça n'a pas été fait pourquoi? Pour l'histoire de mafia locale, quoi. Enfin, voilà. C'est la mafia napolitaine, en fait, qui a retenu Maradona, quoi. Il y avait des influences qui ne permettaient pas à Bernard Tapie d'être maître de son sujet à ce niveau-là. Si vous avez vu le reportage qui est passé récemment sur Maradona, vous avez tout compris l'influence que la mafia avait sur lui. Il rencontrait même les mafieux de l'époque et il faisait gagner des sous à la mafia, il faisait gagner des sous à Naples, il faisait gagner des sous dans le commerce napolitain. Donc, il ne pouvait pas sortir. Mais lui, il voulait sortir justement de cette ferveur de Naples pour aller à un endroit plus calme, soi-disant. Bon, Marseille, c'était peut-être un peu moins calme qu'à Naples, mais un peu plus calme, mais pas beaucoup quand même. Mais bon, c'est vrai qu'à Naples, c'était quand même la démesure. Donc, effectivement, oui, ça a vraiment failli se faire. Un jour, Marseille a fait un rêve, voir le gamin jouer au football au Vélodrome. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Ça semblait impossible, sauf d'être allé là-bas, d'avoir vu un Maradona désireux de venir. C'est une histoire vieille de 20 ans. 1989, l'Olympique de Marseille remporte le premier titre de champion de France de l'ère Tapie. L'autre côté de la Méditerranée, à Naples, Diego Armando Maradona remporte la Coupe de l'UEFA. L'Argentin a 29 ans et autour de lui flotte un doux parfum de scandale. On lui trouve un fils illégitime, la rumeur parle avec insistance de relations douteuses avec la Camorra, la mafia napolitaine. Maradona veut donc changer d'air et ne souhaite qu'une seule chose, jouer à Marseille pour l'OM. C'est sur une information de son agent qui m'appelle et qui me dit il y a une possibilité peut-être que Maradona puisse quitter Naples, il y a un petit désaccord. Est-ce que ça peut vous intéresser? J'en parle tout de suite à Bernard Tapie, qui, comme moi, est un peu sceptique, mais me dit vas-y.
Vendredi 2 juin 1989, Michel Hidalgo prend le jet privé de Bernard Tapie en toute discrétion et atterrit à Naples. Le directeur sportif de l'OM a rendez-vous avec le génial numéro 10 argentin. Et je rentre, mais je vois une sorte de remue-ménage du monde, des gens qui bougent, et on me met tout de suite dans la cuisine. Et 5 minutes après arrive Maradona qui me dit « Mister Hidalgo, bonjour, excusez-moi, mais on est en train de prendre des photos pour la naissance de ma petite fille. » Et de temps en temps, Maradona venait récupérer une bouteille de champagne ou autre chose dans la cuisine, et il s'adressait encore à Michel, il lui disait « Monsieur Hidalgo, Marseille, fabuleux. Oh, Marseille, très joli. » Il était intéressé de venir à l'Olympique de Marseille parce qu'on avait parlé d'une maison au bord de mer à Cassis, d'un jardin, de tout ce qui faisait la beauté de notre région à nous. Et ça, c'est pour lui formidable. Il est tout à fait possible que son intérêt eût été de quitter Naples à ce moment-là et de venir à Marseille ou d'aller dans un autre club. Mais à Marseille, il n'aurait pas quand même été soumis aux mêmes pressions auxquelles il pouvait être soumis à Naples et il aurait été certainement mieux protégé et un peu plus surveillé. D'ailleurs, quand je lui ai dit, mais le club, combien il vous demande? Le club, le président, je vais lui tordre le cou. L'entrevue Maradona-Hidalgo devait être secrète. Problème, l'information a connu une fuite. François de Montvalon, à l'époque journaliste à l'Équipe, veut la vérifier. Au culot, il appelle l'agent de Maradona et demande à parler à Michel Hidalgo. Je cherche Michel Hidalgo, vous savez pas où il est? Il dit, ben oui, il est ici avec moi, je vous le passe. Et je prends, c'est de Montvalon qui dit, nous savons que vous êtes là-bas. Bon, c'est pas moi qui ai donné l'information. Le lendemain, l'Équipe fait sa une sur le transfert de Maradona. Tapie est furieux. Quant à Jean-Louis Levrault, ancien rédacteur en chef de Provençal, il a eu très chaud. J'étais même pas au courant, j'ai failli avoir le ratage de ma vie dans mon journal. C'est Bernard Tapie m'a appelé un soir à 11h30 du soir à la maison. Il m'a dit parce que Michel Hidalgo est avec Maradona à Naples et qu'il y a un mec de l'équipe qui est en train de les interviewer. Alors j'ai tout de suite appelé la rédaction. Il a fallu que j'appelle mon président, Laurent Perpère, qui a été plus tard président de Paris Saint-Germain, pour qu'il fasse arrêter les rotatives. Et j'ai vite téléphoné un titre et 50 lignes pour dire que Hidalgo était allé voir Maradona. Ces chutes agacent Tapie, mais surtout braquent complètement la direction de Naples et son président, Corrado Ferleino, ici sur l'image. Un homme réputé proche du clan Giuliano, de la Camorra napolitaine. Je pense que les dirigeants napolitains, ils subissaient ils avaient peur ou ils subissaient des pressions, parce que Maradona, c'était quand même sur le plan économique à Naples quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y avait des gens qui faisaient pression sur le président, et que le président, s'il vendait tout de suite Maradona à Marseille, ça risquait de lui causer des problèmes. Naples, c'est pas seulement un club de football, c'est pas seulement une ville agréable, c'est aussi une ville où il y a pas mal de gens, je dirais pas la mafia, mais enfin, après on nous a dit, il est impossible. Maradona ne signera jamais à Marseille, ne portera jamais la tunique ciel et blanc de l'OM, pourtant si proche du maillot argentin. La mafia napolitaine a été plus forte que l'argent et l'ambition démesurée de Tapie. De Maradona à Marseille, les amoureux d'El Pibe ne verront que sa silhouette sur le banc de touche le 11 février 2009. Un Maradona devenu entraîneur de l'Argentine qui affronte l'équipe de France en amical au Vélodrome. Très modeste et très triste lot de consolation. Donc juste on termine en fait cette année, on continuera après une autre série, on continuera la suite plus tard. Donc une année extraordinaire, une équipe extraordinaire. Le championnat sans problème. La Coupe de France, bon, l'OM est éliminé en demi-finale. Et en Coupe d'Europe, donc un parcours extraordinaire. Donc avec le match aller de demi-finale, comme je l'ai parlé, face à Benfica, où l'OM ne gagne que 2-1. Alors après, il faut aussi se remettre dans le contexte et aussi pourquoi l'OM n'a pas pu gagner plus sur ce match. Alors, il y a beaucoup d'occasions qui sont ratées. Vous pouvez le voir, le match manque de réussite certains, un poteau et autres.
Il y a aussi le fait que Gaëtan Huard, comme je vous disais, qui était un sacré gardien, en fait, il se blesse en huitième quart de finale, alors que l'OM gagne 3-0, je crois. Le match est plié, l'OM va se qualifier. Mais Gaëtan Huard, il ne savait pas faire les choses à moitié. Et en fait, il y a un défenseur qui arrive, un attaquant qui arrive, pardon, et plutôt que laisser passer le but, puisqu'il y a 3-0, le match est plié, en fait, il lui rentre dedans pour éviter le but. Et là, il se blesse gravement, quoi. Et du coup, il ne peut pas jouer cette demi-finale. Et là, c'est peut-être la seule erreur de Bernard Tapie, c'est qu'il n'y avait pas de deuxième grand gardien. Enfin, disons que le deuxième grand gardien qu'on pensait, c'était Jean Castaneda, qui était gardien de l'équipe de France. Et bon, il était cuit, cramé, quoi. Donc, du coup, il a fait un match de championnat juste avant où il s'est déchiré. Il a fait une grosse boulette. Il est arrivé pas du tout en confiance. Et le but qu'on prend, c'est pas entièrement de sa faute, mais il fait une sortie casquette, quoi. Il en a fait une juste avant aussi. Donc voilà. Déjà, il y avait de la fébrilité de lui et de la défense, du coup, parce qu'on savait qu'il était fébrile. Donc ça y a fait de prendre ce but, quoi. Malgré tout, l'OM après a enchaîné, a fait du spectacle et par manque de réussite n'a gagné que 2-1. Mais au sortir du match, franchement, on était certain que l'OM allait gagner avec Benfica. C'était sûr. Bon, après, on y reviendra sur ça. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur la demi-finale retour où, si vous ne vous rappelez pas, l'OM perd 1-0 avec un but de Vata à la 83e minute devant 110 000 spectateurs au stade de la Lousse. Et donc là, je vous livre l'anecdote de Bernard Tapie. Je ne sais pas si toi, tu en avais trouvé ou pas. C'est les deux anecdotes de Tapie et de papier. Vas-y, je t'en prie. J'en ai une, mais on doit avoir la même de toute façon, donc c'est pas. Alors, Bernard Tapie, je ne sais pas si la vidéo, on vous la met ou pas. Donc là, Tapie dit clair, c'est nous qui avons perdu ce soir parce qu'on n'a pas pu voir les arbitres. C'est choquant quand on voit ça, mais bon, on n'avait pas le droit. C'était bouclé, tout était bouclé. Benfica est beaucoup plus grand et plus ancien que nous en Coupe d'Europe. En fait. Manager l'environnement d'une Coupe d'Europe, je n'avais pas compris. Il y avait toute une organisation auprès des arbitres et du délégué de la part de Benfica. Ça met les gens dans un tel état d'esprit, tel que quand une décision n'est pas nette, elle tourne du bon côté. En fait, il ne dit pas on s'est fait voler, mais en fait, il dit que clairement, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que l'arbitre lui donne des petits fours, on lui donne des cadeaux, on l'entoure, on lui parle, peut-être un chécos sûrement. Ça, c'est pas dit parce que peut-être il ne faut pas dire soigner, mais c'est ça en fait. C'est ça l'environnement de la Coupe d'Europe. Donc quand on est choqué par d'autres histoires, ça c'est arrivé de tout le temps, quoi. Ça arrivait à Benfica, ça arrivait à Milan AC et avec le Real et le Barça où souvent ils ont des décisions arbitrales en leur faveur, mais ça ne vient pas de nulle part, quoi. Ça vient de cette pression qui peut être mise sur le corps arbitral et voilà. Et je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est important malgré tout pour ce que tu dis. Sur le Phocéen, justement, une fois, ils avaient fait une interview de Claude Mesdames et qui parlait de Jean-Michel Aulas parce que justement, lui, il est très fort aussi pour contextualiser une rencontre vis-à-vis de l'arbitrage aussi. Mais on n'est pas très éloigné de ce que tu viens de dire, hein, justement, sur les méthodes d'Aulas ou les méthodes de Benfica à l'époque ou les méthodes Tapie. Et évidemment, le contextualiser la rencontre auprès des arbitres, c'était faire en sorte que finalement, une décision qui était litigieuse pouvait tourner à ton avantage sans forcément de toute façon que ça soit fait exprès, mais c'était contextualisé. C'est-à-dire que, comme tu le dis, comme Bernard Tapie le dit dans la situation que tu reprends, l'état-major de Benfica, justement, a réussi justement à mettre l'arbitrage de son côté, certainement en les mettant à l'aise. Il n'y avait peut-être même pas besoin de chèques ou d'indemnités, comme tu le disais, si tu veux. Mais finalement, de les mettre en condition. Voilà, ça suffisait peut-être pour que dans l'état d'esprit, et c'est ce que Claude Mesdames justement disait sur cette très bonne émission qu'ils avaient faite aussi, c'est qu'au moment où il faut prendre le sifflet, justement, peut-être qu'inconsciemment, la décision se fait avec ça. Parce qu'avant, ça a été contextualisé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, finalement, ce sont des méthodes. On peut parler de ce qui a été fait effectivement dans ces années-là, mais je suis désolé, c'est des méthodes qu'on retrouve dans le football même d'aujourd'hui. Et encore,
Puis tu vois, donc voilà, donc on va dire Tapie, Berlusconi, Aulas ou autre, mais Giroud. Si je te dis Giroud, bon, t'as parlé peut-être, mais supporter lambda, bon, on peut dire Giroud, non, je ne sais pas qu'il ait acheté des arbitres, qu'il ait influencé. Mais pourtant, c'est ce qu'il faisait. À Auxerre, il n'y avait jamais un carton jaune qui était sorti pour un joueur d'Auxerre. Et quasiment jamais un penalty. Donc, ça prouvait quand même l'influence qu'il pouvait avoir. Donc, ça prouve que tout ça, c'est important. Alors, on dit ça, on a l'impression de passer pour des escrocs. Non, mais c'est la pression qui est là. Et de toute façon, même si vous avez joué un amateur, j'ai joué un amateur comme beaucoup de personnes, on dit très bien arbitrage à domicile. Bah évidemment, toutes ces, comme tu le dis, ces expressions-là, elles n'arrivent pas comme ça sans avoir d'explication. C'est clairement ça. Et surtout en amateur, comme tu le dis, évidemment. Et contextualiser justement l'arbitre, ça se fait partout et de toutes les époques. Donc c'est intéressant que tu soulèves le problème et qu'on en discute, même si on sort un peu du contexte, parce que on nous a assez rabâché ce genre de choses. Et je commence à en avoir marre de l'entendre. Il faut que les gens comprennent que ce sont des choses qui ont toujours existé, qui existent encore à l'heure actuelle, et que les méthodes restent. Ce sont peut-être les procédés qui sont différents, mais les méthodes, elles, sont toujours bien existantes. Et donc voilà, comme je te le disais tout à l'heure, ça s'est fait par Aulas. On sait qu'on a la LFP qui nous aime beaucoup aussi en ce moment. Il y a des préférences, donc il y a des contextes, des cas de contextualisation, il y a des préférences. Mais bon, certains préfèrent. Alors juste pour terminer justement sur ce match, là, l'interview de Gérard Gilly, donc après, qui est dans les vestiaires, donc les journalistes qui viennent nous voir pour interroger. Et là, ce qu'il vous allez dire, ça va être encore plus impressionnant en fait. Alors, Gérard Gilly dit vous venez d'être éliminé, les journalistes viennent vous voir dans les vestiaires en affirmant que le but a été marqué de la main, parce que bon, certains l'ont vu, certains ne l'ont pas vu, parce que bon, dans le stade, c'est pas forcément évident. Enfin, en tout cas, sur le banc, je parle. Ensuite, il y a 3 ou 4 journalistes italiens qui vous disent Berlusconi est très fort. Berlusconi, à l'époque, président du Milan AC. Milan AC qui a été en finale cette année-là face à Benfica. Quand il prépare un match, il prépare aussi le suivant. C'est pourquoi Veloso, qui était un des meilleurs joueurs de Benfica, a reçu à 2 minutes de la fin, donc c'est-à-dire après le but de Benfica qui donnait la qualification à Benfica pour la finale, un carton jaune qui le prive de la finale. Donc, c'est-à-dire que Berlusconi prépare la finale, donc l'année après, le meilleur joueur c'est Veloso. Donc, si Benfica mène au score, l'arbitre, il doit mettre un carton jaune à Veloso. Si ça aurait été Marseille, peut-être le joueur qui était sous le coup de suspension aurait pris ça. Et donc, Gérard Gilly dit cette compétition qui sublime les gens est en fait malsaine. Donc, il y a quand même, voilà, il y a des parts d'ombre qui font partie malheureusement du football. Donc, ça prouve que Tapie, voilà, il est plus fort que lui dans ce truc-là, quoi. L'équipe était extraordinaire et l'OM méritait d'aller en finale et aurait peut-être pu battre le Milan AC. Donc moi, la phrase de Bernard Tapie que j'avais relevée était différente, donc il évidemment était très en colère. Et il dit, donc je cite, j'ai réagi contre les journalistes qui nous traitent de petits clubs. Eh bien ce soir, j'ai compris pourquoi l'OM était un petit club. Nous n'avons pas su faire la différence parce qu'au manque de réussite sont venues s'ajouter les décisions d'arbitre, pas toujours en notre faveur à l'aller, franchement, contre nous au retour. Mais j'apprends la saison prochaine, croyez-moi, cela ne nous arrivera pas, jamais plus nous n'encaisserons un but de la main. Oui, mais en fait, c'était la même déclaration. Moi, je l'avais coupé, donc effectivement. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas de souci. Ça explique tout, quoi. En fait, ça explique l'environnement d'Europe, des matchs, et ça explique après pourquoi. Il l'a dit plus tard, l'année d'après, il va prendre Franz Beckenbauer comme entraîneur, puis après directeur sportif. Justement, pour quand il y a Franz Beckenbauer qui est là, mais peut-être les arbitres ils vont dire bon, peut-être pas s'il fait un penalty qui n'est pas, ça influe quand même. Donc c'est ça, malheureusement, être un gros club, c'est une posture. Ou quand, par exemple, Neymar a des propos homophobes, voire racistes, et qu'il ne prend rien du tout dans une commission de discipline. Voilà l'influence aussi. Ouais, c'est bien de le rappeler aussi.
à la LFP. C'est bien de Voilà. aussi. Tout ça. Ça ne vient pas de nulle part. Ouais. Voilà. Donc, tout ça fait que ça vient. Voilà. On va C'est peut-être arrêter là et on reprendra sur. Pardon ? C'est important de se replonger. C'est important de se plonger dans le passé parce que finalement, tu expliques plein de choses avec tout ce que tu dis et ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et on s'aperçoit que finalement, comme je te le disais tout à l'heure, hein, les époques passent, mais les méthodes restent d'une manière ou d'une autre. Neymar, Beckenbauer, la contextualisation de la rencontre. Enfin voilà, genre, hier, ils n'avaient rien inventé et aujourd'hui, non plus. Mais ça existe toujours. C'est comme ça. Et ça restera toujours comme ça. C'est ça. Mais après, on peut divaguer sur tout. Mais par exemple, 1982, l'équipe de France face à l'Allemagne. Bon, mais si vous avez pu revoir le match, l'Allemagne n'aurait jamais gagné ce match. Schumacher va prendre carton rouge, penalty. Enfin, voilà. C'est pas Anthony Lopez. C'est pas Anthony Lopez, oui. Le gardien. Ça ressemble. Ça ressemble. Hein. Voilà. Et en sachant en plus, par la suite, on a su qu'il y avait 3 joueurs de l'équipe d'Allemagne qui étaient dopés. Donc, Schumacher était dopé au sein. Donc voilà, tout ça fait que des fois, c'est pas la meilleure équipe qui gagne, quoi. Exact, oui. Donc voilà, donc on termine.